Dans la société de la connaissance, les ressources humaines, c'est un peu le fruit de ta productivité. Si on parle de société de services notamment, si tu n'as pas les ressources humaines, tu peux être sûr que tu vas pas faire ton chiffre d'affaires. Donc, venant du monde du conseil avant, si on n'avait pas nos ressources pour justement staffer des projets, on avait beau faire venir tous les clients du monde, si derrière on n'avait pas des ressources à mettre en face, on savait que le business allait s'arrêter. Des success stories suisses, il y en a plein. Mais ensuite, derrière, les gens qui ont fait des belles boîtes, qui ont créé des trucs, vont pas forcément se mettre en avant, vont pas forcément aller faire, entre guillemets, give back, tu vois, aller dans des conférences et tout. C'est un peu genre, ah ben j'ai réussi, puis c'est très. Je vais rester discret derrière, tu vois. Alors qu'en France, t'as des mecs qui font leur boîte, après ils en parlent, puis après ils vont dans des conférences, puis après ils vont faire coach dans des. Ils vont aider d'autres startups, puis ils investissent dans des startups, puis ils font vraiment, c'est give back, quoi. Dans cet épisode, nous discutons avec Flavio Frey, cofondateur et co-CEO de Hire, avec qui on parle de recrutement, de SaaS et de la Startup Nation en Suisse. Salut Flavio, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir vraiment de t'accueillir. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu nous avais expliqué que tu avais décidé de créer ton entreprise parce que tu avais eu un problème dans les processus de recrutement. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qui fait que le recrutement, c'est si difficile? Ouais, très volontiers. Alors déjà, salut Alex, salut Max, merci pour l'invitation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le recrutement, c'est difficile? Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et ouais, on y Euh, va à fond, c'est notre sauce. Exactement. Premièrement, parce que le marché aujourd'hui, et notamment en Suisse romande, il est pénurique et surtout en fonction dans le domaine dans lequel on opère. Et puis aussi que les candidats, ils sont de plus en plus exigeants. Qu'est-ce qu'on entend par les exigences? C'est qu'une partie de leurs attentes, elles ont évolué, notamment post-Covid. Et donc, que du coup, aujourd'hui, pour répondre à leurs attentes et dans une certaine mesure les séduire, pour qu'ils aient envie de rejoindre ton entreprise, tu dois plus uniquement poster une offre sur LinkedIn, JobUp ou peu importe quel autre site d'annonce. Mais derrière, il faut aussi faire tout un effort de séduction, de dire pourquoi est-ce qu'en fait, tu es la bonne entreprise pour accompagner ce candidat dans ces 3, 5, 10 prochaines années de sa vie. Et du coup, dans cette mesure-là, quand derrière, pour le coup, je viens un petit peu du monde du recrutement, mais pas uniquement, tu fais face à ces nouvelles attentes et puis que tu as eu l'habitude de justement plus faire du tri de CV et dans une certaine mesure de faire passer des entretiens, quand maintenant tu as une forme de nouveau métier qui est presque associé au marketing, qui est de faire de la communication et de la séduction, ça rend le métier d'autant plus compliqué avec de nouvelles aussi charges de travail à assumer. Et derrière, si tu es pas en mesure justement de répondre à ces attentes, du coup, le recrutement est compliqué. Et peut-être si on repose un tout petit peu la base, je pense que ça, c'est aussi une de mes grosses convictions, c'est le côté, dans la société de la connaissance, les ressources humaines, c'est un peu le fruit de ta productivité. Si on parle, de société de services notamment, si tu n'as pas les ressources humaines, tu peux être sûr que tu vas pas faire ton chiffre d'affaires. Donc venant du monde du conseil avant, si on n'avait pas nos ressources pour justement staffer des projets, on avait beau, faire venir tous les clients du monde, si derrière on n'avait pas des ressources à mettre en face, on savait que le business allait s'arrêter. Donc ce que j'entends, oui, il y a plusieurs points que Mmh. tu as cités, mais peut-être le premier, c'est il y a un shift de pouvoir entre l'employeur et l'employé qui s'opère ou qui s'est opéré ou tu nous expliqueras Mmh. peut-être où on en est un peu dans ce processus-là. Mais en gros, les employeurs maintenant doivent se vendre un peu plus aux employés et c'est plus que l'employé qui doit se vendre à l'employeur. Exactement, et c'est vraiment une forte conviction que j'ai et qu'après avoir aussi, discuté avec plusieurs de mes collègues RH, on s'est forgé cette conviction et on le dit aujourd'hui, concrètement dans les pitchs ou dans d'autres conférences, c'est, passer d'un mode de sélection à un mode de séduction. Mmh. Avant, comme je l'ai dit, si je te remonte à plus longtemps, on n'était peut-être pas forcément, directement dans le monde du travail, mais tu faisais limite une annonce dans la tribune de Genève, si on parle de la communauté locale. Tu te disais: «Je cherche ça, ça, ça». Et puis en fait, tu attendais de recevoir tes CV papier, voire tes lettres de motivation, puis ils étaient sur une pile et puis tu allais les trier. Puis tu recevais aussi des trucs par courrier. Aujourd'hui, tu peux plus uniquement faire ça, même dans le digital. Tu dois, dans une certaine mesure, continuellement, même si tu as pas de poste ouvert, communiquer sur LinkedIn, sur qui tu es, sur ta culture, sur tes valeurs, sur pourquoi est-ce que c'est bien de rejoindre ton entreprise pour que le jour où tu vas avoir besoin d'une ressource, parce que tu es en croissance, c'est des nouvelles ressources ou tout simplement parce que tu as eu un départ et qu'il y a une forme de remplacement d'une ressource de turnover, à ce moment-là, tu vas peut-être faire un effort encore additionnel. Mais si d'un seul coup, tu fais uniquement ça de manière sporadique, à savoir, j'ai un besoin en janvier, je communique en janvier, j'abandonne toute forme de communication, puis en juin, j'ai de nouveau un besoin et je recommunique en juin, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, tu auras du mal à recruter dans le monde d'aujourd'hui. Mmh. Et historiquement, les entreprises, elles ont souvent essayé d'attirer leurs employés par le salaire. Exactement. Là, tu as parlé de culture.
et de communication. Sur quoi, enfin, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise devient attirante? Est-ce que c'est, je sais pas, une table de ping-pong? Ou Mm. est-ce que c'est, Ça aide. Ça ou aide est-ce quand que même c'est vachement. c'est un peu cliché, mais je repense à il y a 10-15 ans où c'était assez nouveau cette histoire de voilà, open space, table de ping-pong, café offert, petit déj quand Mm. tu arrives au bureau, machin, des événements. Moi, quand j'étais à Berlin, tu avais des bières dans le frigo. Enfin, c'était tout un truc. J'ai l'impression qu'il y a un petit retour en arrière là-dessus quand même. On est presque allé un peu loin. Mais qu'est-ce qui rend une boîte sexy, disons? Bah, aujourd'hui, et c'est pas uniquement moi qui le dis, que ce soit les attentes du candidat en Suisse, je crois que c'est Randstad qui a fait une étude récemment sur le marché français que je connais aussi très bien, c'est généralement Welcome to the Jungle qui fait beaucoup d'études. Ils en ont sorti une tout récemment avec Ipsos que je lisais il n'y a pas plus tard qu'une semaine pour préparer aussi un pitch. C'est aujourd'hui le point numéro un, c'est l'ambiance au travail. Maintenant, on a même spécifié différentes choses. Il y a ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, QVT, tu as l'équilibre vie pro-vie perso, tu as l'ambiance. Et tout ça a été disséqué dans différents, on va dire, critères. Mais quand à l'époque, c'était le salaire et la sécurité de l'emploi, ça a été prouvé que dans les années 2000, c'est ce qu'on cherchait, et probablement jusqu'à la crise de 2008. Depuis, on a essayé de chercher une forme de qualité de vie au travail. Et je pense que le Covid a été un accélérateur aussi sur le côté équilibre vie pro-vie perso. Et puis probablement qu'on a même été, même, comme tu dis, trop loin. Aujourd'hui, tu peux te faire dénoncer si sur ton offre d'emploi, tu dis ping-pong, baby-foot et je ne sais quoi d'autre comme avantage, parce que c'est plus le but, mais c'est plutôt de dire bah, j'ai une forme de flexibilité dans mes horaires, je suis jeune parent, et il faut qu'en fait le mardi et le jeudi, c'est à moi d'aller chercher mon gosse à 4h30 à l'école ou à 17h30, je ne sais pas à quelle heure c'est. Bah, en fait, j'ai une forme de flexibilité, puis derrière, si je dois réouvrir mon ordi pour 1 heure, bah, je suis capable de le faire. C'est dans la qualité de vie au travail, c'est la relation avec mon manager. On n'en parle pas souvent, mais c'est aussi englobé dans l'ambiance, surtout dans le monde du conseil, c'est le côté avec qui est-ce que je vais bosser. Si je vais bosser les 3 prochaines années avec des gens avec lesquels je m'entends pas du tout, je peux te dire que tu auras du mal à recruter. Et donc, beaucoup de candidats cherchent à savoir c'est quoi l'environnement dans lequel je vais opérer, et pas uniquement au niveau de l'entreprise, mais surtout au niveau de ma team. C'est bien beau si ma culture d'entreprise, c'est de dire on est remote friendly, tu peux aller télétravailler tous les jours. Mais en fait, concrètement, dans les faits, l'équipe que je vais intégrer, c'est une équipe de customer support. Et en fait, ils viennent 4 jours sur 5 au bureau parce qu'ils ont l'habitude de partager des cas, de pouvoir se passer le téléphone. Et en fait, bah, sur l'offre d'emploi, c'est écrit 5 jours sur 5 dans l'entreprise. Mais en fait, j'apprends après 3 mois qu'il faut que j'aille 4 jours sur 5 au bureau. En fait, je risque de repartir, prendre mes valises et d'aller voir ailleurs, quoi. Donc, c'est ça le nouvel ensemble, on va dire, d'attente du candidat. Si je résume, c'est l'ambiance, la qualité de vie au travail et mine de rien, le salaire n'est toujours en place numéro 2 et l'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que, pardon, juste une petite question par rapport à ça, est-ce que la passion pour le produit ou l'entreprise en tant que telle reste aussi importante comme quatrième critère ou pas tant que ça? Oui, ça peut être important, mais ça dépend dans l'industrie dans laquelle tu es. Ok. Si tu es en B2C, c'est beaucoup plus marqué que si tu es en B2B. Donc B2C, business to consumer, et B2B, business to business. Donc à savoir que probablement si tu développes un logiciel et que tu vas chez Salesforce, il n'y a peut-être pas une passion de développer le CRM. Alors peut-être que je suis un peu dur avec eux, mais probablement si je veux aller bosser chez Nike ou en Suisse chez On, parce qu'il y a Roger Federer qui est là et en fait j'ai envie de me lancer dans le mouvement du sport, chez Nike, chez Apple, là ça sera beaucoup plus marqué. Par contre, si je veux aller bosser dans dans une société qui produit un logiciel pour d'autres entreprises, peut-être que là, ça va plutôt être la passion de l'innovation, de comment est-ce que justement je vais peut-être pouvoir changer des habitudes, mais ça sera peut-être probablement un peu moins marqué. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah bah, je suis désolé de t'avoir Non, mais, coupé. non, mais honnêtement, je sais plus, mais c'est pas très grave. Ça m'a fait penser à autre chose en fait. Tu vois, moi, j'ai toujours ce côté où je vois. Enfin, il n'y a pas de doute en fait sur ce côté de bah, la boîte, elle doit aussi. J'aimais bien ce que tu disais. Non, c'était comment sélection vers la séduction. Je trouve ça tellement juste. Mais j'ai l'impression. Alors, on n'y est pas encore du tout, hein, mais j'ai l'impression qu'on est encore un peu au milieu. Ça veut dire que si tu veux aujourd'hui, tu regardes les jobs LinkedIn pour dire, tu regardes, tu as, je sais pas, un job marketing manager, tu as 350 personnes qui ont apply. Ils ont quand même le choix. Alors après, est-ce que c'est 350, c'est peut-être pas des bons candidats, je sais pas. Donc tu as quand même encore pas mal de quantité qui vient, même sans faire beaucoup d'efforts. Mais petit à petit, ça commence à changer. Peut-être que je me trompe, dis-moi si je dis un truc faux, mais Non, c'est pas. on non, n'y est, continue. on n'y est pas encore, ça arrive gentiment, mais
il faut que les boîtes elles se préparent aujourd'hui parce qu'il va y avoir un chiffre plus important. C'est ça que tu dis d'une certaine manière, qui va D'une- encore se creuser. D'une certaine manière, oui, mais je pense qu'une grosse partie du shift a déjà eu lieu. Donc, effectivement, si tu vas sur LinkedIn et puis que tu vois un poste de marketing manager et 350 postulants, c'est que probablement, sans dire qu'il y a de sous-métiers, mais il y a probablement une centaine de candidatures, pour pas dire 200 candidatures, qui sont non qualifiées. Ok. Puis aujourd'hui, toujours dans l'esprit de dire que la ressource, c'est ce qui va être le plus important pour ton entreprise, est-ce que tu veux uniquement te baser sur les 150 CV qualifiés, entre guillemets, qui vont te tomber dessus, ou est-ce que tu n'as pas, toi, envie d'aller chercher la pépite sur ce domaine-là et La grande star. la grande star, le type qui sort de ses études et qui, justement, a une passion pour ton produit. Non, tu cherches un software engineer, donc un développeur de logiciels informatiques. Tu as besoin qu'il ait 8 ans d'expérience. Crois-moi que dans tes 350 CV, si tu as fait ça, il ne sera pas dedans. Tu vas devoir, dans une certaine forme, aller le séduire, aller le chercher et faire ce qu'on appelle du sourcing en anglais, ou on peut assimiler presque ça à de la chasse, à chasseur de tête. Il faut aller le contacter, et ces gens-là, pour le coup, ils sont sur LinkedIn, sur d'autres réseaux, si on parle des développeurs informatiques, sur GitHub, et eux, il faut aller dans une certaine forme les séduire, et tu peux pas uniquement leur pousser ton offre d'emploi dans un message LinkedIn s'il n'y a rien de plus froid au possible. Je sais que c'était un sujet qu'on voulait aborder un peu plus tard sur le côté growth hiring, mais c'est réellement aujourd'hui de faire du call mailing, ça ne suffit plus. Il faut, dans une certaine forme, nouer une relation avec ton candidat, surtout si celui-ci opère dans un marché pénurique, et de lui dire, bah, voilà, est-ce que tu es en recherche d'emploi, c'est quoi tes ambitions, pour, dans une certaine mesure, commencer à faire un premier travail de est-ce que j'ai ce que j'ai à t'offrir, ce qu'on appelle l'Employee Value Proposition, le VP, elle va matcher avec tes besoins. Et au final, c'est ça l'importance pour une entreprise, parce que si tu as besoin de recruter, ça sert à rien de recruter quelqu'un pour que dans 3 mois plus tard, il parte, parce qu'en fait, dans les 350 CV, tu as pris le meilleur, mais il correspondait à 60% de ce que tu avais besoin. C'est aucun intérêt pour une entreprise de fonctionner comme ça, parce qu'on sait que le coût de recrutement peut être énorme. Tu as bien un meilleur intérêt de prendre un peu plus de temps, puis peut-être d'aller chercher la personne qui va correspondre à 95% de tes besoins, lui préparer peut-être un plan de formation pour aller chercher ces 10%, 20% manquants. Et dans ce cas-là, il faut que tu commences à le séduire, à créer une forme de relation et le convaincre. Pour revenir sur ce que tu disais avant, que je trouvais vachement intéressant, justement, on a le growth hiring qui est. Moi, je le comprends. Moi, je connaissais pas du tout ce terme-là avant, mais je trouve vachement intéressant ce mix en fait entre le growth marketing, growth hacking qui est dans nous notre domaine, et le côté RH qui se combine, où tu utilises en fait des. Je sais pas si on peut appeler ça des techniques, mais tu utilises un mindset, une manière de penser sur ton recrutement qui est en fait tellement différent de ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Je trouve ça incroyable, la combinaison des deux et l'utilisation de ces techniques. Alors, ça rentre par la tech, il y a plein de manières et on peut en parler un peu plus en détail. Mais je trouve c'est depuis quand qu'on parle de... Parce que growth hacking, on en parle depuis un moment. Growth hiring, j'avais jamais vu. C'est en lisant un de vos articles que je suis tombé dessus. C'est quoi ça, c'est nouveau, oui, mais c'est quoi le timing? Et est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que je trouve le système ultra cool. Ouais, très volontiers. Non, c'est plutôt nouveau. Après, je peux te raconter une petite anecdote. Il y a moins de 2 semaines, j'étais au téléphone avec une fondatrice d'une startup qui est basée à Zurich, où il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont opéré un changement dans leur département RH, parce que historiquement, le recrutement a toujours été dans le département RH. Maintenant, il y a même un débat de savoir est-ce que les recruteurs ils devaient être rattachés ou non au département RH. Je pourrais revenir là-dessus après. Mais donc, en Suisse, on a une formation d'un brevet fédéral, et tu deviens très souvent le Graal, c'est de devenir Human Resource Business Partner. Et donc, tu fais les plans de formation, tu fais des licenciements, tu fais les fiches de paye, tu fais tout un tas de choses. Pour autant, aujourd'hui, les gourous du recrutement ou les thought leaders de ce sujet-là pensent que le recruteur, en fait, les compétences qu'on va aller chercher chez lui, c'est beaucoup plus celles d'un vendeur. Et donc, dans cette startup-là que je te mentionnais il y a 30 secondes, ils ont pris la décision de dire tous les recruteurs qui étaient déjà là, on va les remettre dans le département plutôt RH et Human Resources Business Partner, et les recruteurs, on va mettre des gens qui viennent des sales et du produit. Parce qu'en fait, qui de mieux pour convaincre nos candidats que d'avoir des gens qui viennent du produit et des sales? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça un peu justement les techniques de growth hiring, c'est appliquer les techniques du sales, pour lesquelles elles sont plus matures, et ou le growth marketing que vous connaissez bien, et c'est de se dire, et c'est aussi là-dessus qu'on essaye d'opérer, c'est de se dire, ça c'est mature, si maintenant on est en train de dire que dans le monde du recrutement, on est en train d'opérer un shift, et il faut appliquer les best practices du sales vers le recrutement, comment est-ce qu'on peut, plutôt que de réinventer la roue, prendre les bonnes pratiques qu'on a identifiées dans les processus de vente et les appliquer au processus de recrutement? Et c'est ça la mentalité de growth hiring. Et au tout début, ça peut être tout simplement fait manuellement.
c'est OK, j'ai un poste ouvert qui arrive en ce moment. En fait, je vais définir ce qu'on appelle mes besoins au travers d'une scorecard. Donc en marketing, ça aurait été définir un peu ton ICP. Bah là, et d'ailleurs, ils utilisent aussi le même terme ICP pour Ideal Candidate Profile. Tu vas dire, OK, c'est quoi le type de compétences, c'est quoi mes must-have, c'est quoi mes nice-to-have. Je fais ma petite recherche. Une fois que je trouve la bonne personne, bah, je vais lui personnaliser un message. Je vais peut-être aller sur son profil LinkedIn, je vais voir ses 5 derniers likes, ses 2 derniers posts, et je vais voir qu'en fait, il a une passion pour le baseball. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré sur le sujet du baseball, j'y connais absolument rien. Je vais probablement C'est mauvais choix. mauvais choix. Mais bref, tu vois qu'il est passionné de baseball. Bah, en fait, je suis le recruteur. Bah, je vais tailorer mon premier message. Salut Alex, je vois que tu aimes le baseball. Écoute, chez nous, justement, on a une culture du sport dans notre entreprise où justement, on aime bien que nos employés puissent continuer à justement poursuivre leur passion. Toi, c'est le baseball. Je te contacte parce que justement, je voulais savoir si tu étais à la recherche potentiellement d'un emploi. Puis tu te limites à ce premier message-là, puis tu vas créer une forme de première relation. Puis au deuxième, troisième message, quand il va te dire, écoute, je ne sais pas si je suis réellement en recherche d'emploi, mais pourquoi pas, envoie-moi ton annonce. Bah là, tu lui balances son annonce et d'un seul coup, tu as fait d'une campagne de mailing list où tu avais peut-être 5000 personnes et que tu allais faire quelque chose d'impersonnel à quelque chose de personnel. Et là, pour le coup, tu as pu faire une forme de séduction et tu as fait, à mon sens, 60% du travail. Après, si ce que tu as lui à offrir, c'est dégueulasse, tu vas pas le recruter. On est d'accord. C'est un peu comme l'inbound et l'outbound finalement. Ouais, mais c'est exactement. Mais exactement ce que je trouve en fait fou, c'est que je sais pas, moi je reçois un message comme pour moi, je suis inembauchable d'une certaine manière. Mais je trouve incroyable parce que si moi je reçois un message comme ça, j'ai envie d'acheter le produit en fait. Tu vois, ça te fait aussi ton, tu vois, c'est chief. HR plus marketing, parce que ça te vend, et tu as cette phrase qui dit devenir inoubliable dans la tête des candidats, des talents. Et je trouve que c'est exactement ça. Et si tu reçois un message comme ça, moi je suis là, mais cette boîte elle est ouf. Ok, j'irai peut-être jamais bosser pour eux parce que je suis pas à la recherche, etc. Mais c'est égal, c'est incroyable ce qu'ils font. Si tu as une boîte qui réfléchit comme ça, qui agit comme ça, t'es là, mais ça doit être ouf en fait ce qu'ils font, leurs produits, leurs services, il doit être qualitatif presque. C'est presque tu fais du marketing en même temps à travers ta recherche de candidats, et je trouve ça assez incroyable. Mais Google faisait ça. Enfin, pour moi, ça a été un peu des pionniers là-dedans. C'est-à-dire, les gens voulaient aller bosser chez Google parce que ça avait l'air trop cool de bosser chez Google. Et Coca d'ailleurs a pris un peu ce positionnement-là en Suisse. On en a déjà parlé. Et ils sont hyper forts aussi là-dedans. Du coup, les gens disent ah bah, j'ai envie d'aller bosser là-bas. Alors, t'as peut-être jamais acheté un truc chez Coca, mais ils ont cette réputation. Ce qui fait que tu as peut-être plus envie d'aller là-bas si tu as une opportunité. Très clairement. Et je peux que féliciter les équipes de Coca que je connais bien. Aurélie, si tu nous écoutes, bravo pour le travail que tu fais. Big up. C'est cool. Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'en parlant d'inbound et d'outbound, dans le marketing, si tu peux avoir que de l'inbound, c'est mieux. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est dans le recrutement, on fait le shift inverse. C'est-à-dire qu'en fait, l'inbound, c'est bien. Mais en fait, c'est pas en faisant de l'inbound que tu vas avoir le candidat le plus qualitatif pour le poste que tu as. C'est plutôt en faisant de l'outbound qualitatif, en allant chercher cette personne-là et avoir un message personnalisé. Dans le marketing, je ne dis pas que l'outbound ne fonctionne pas. Au contraire, on l'utilise beaucoup, notamment dans le B2B. Mais c'est intéressant ce shift qui va presque à l'opposé du marketing. Je pense que c'est un bon mix des deux. Je te dirais une bonne phrase de consultant ou de gérant de fortune, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, évidemment. Donc si tu fais 100% de l'inbound, sur des métiers un peu plus complexes, tu auras peut-être du mal. À l'inverse, si tu fais que de l'outbound et en fait que... pas dire ce genre de choses, mais probablement tu recrutes dans des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, ta stratégie d'inbound va prendre beaucoup plus d'importance que si d'un seul coup tu vas recruter à fond des développeurs informatiques ou des consultants. Je dirais qu'en fonction de ton industrie, des métiers que tu recherches, il y a des métiers qui vont être beaucoup plus faciles à l'inbound. Et l'inbound, de manière générale, c'est moins coûteux et c'est tout aussi efficace suivant les métiers. À l'inverse, si tu dois aller chercher des métiers un peu plus complexes avec des hard skills plus spécifiques et des gens qui sont peut-être moins à l'écoute du marché, là, ta stratégie d'inbound, elle est très intéressante. Donc, tout est question de pyramide de compétences, en quelque sorte. Exactement. Intéressant. Tu as dit au tout début que la ressource principale, c'était l'humain. Ouais. Et on a basé quasiment toute la conversation là-dessus. Sur ça. Mais est-ce que c'est réellement le cas aujourd'hui? Moi, je suis assez convaincu que oui, mais avec toute l'évolution technologique, avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, les gens ont peur de se faire remplacer. On dit que c'est
pas forcément l'humain qui est la ressource principale. Je trouve intéressant peut-être de juste appuyer sur ce point-là pour qualifier est-ce que l'humain est vraiment le point central d'une entreprise ou est-ce qu'en fait, bah, ça se trouve, dans 10 ans, on sera tous sur nos canapés et je pense pas que c'est le cas, mais il y a certaines personnes qui tendent à croire que l'humain sera remplaçable dans beaucoup de cas en tout cas. Très clairement, et je fais plutôt partie des précurseurs si on parle de l'intelligence artificielle que plutôt des followers, hein. Je suis Ouais. le premier à m'amuser avec ChatGPT, à essayer de créer mon propre GPT pour voir comment ça puisse passer. Après, je suis encore dans une vision que l'humain est augmenté grâce à l'intelligence artificielle. Mm. Donc, dans une certaine mesure, si tu prends le métier des ressources humaines, qui pour le coup, il y a le mot humain dedans, quand tu parles à des recruteurs ou à toute autre fonction liée au département des RH, c'est nous, on aime discuter avec l'humain et remettre le candidat ou l'humain, quand c'est un employé, au centre du processus. Et donc, du coup, je pense que le but de l'intelligence artificielle, surtout dans les prochaines années, ça va être de faire en sorte que des tâches à plus faible valeur ajoutée, je dois, parce que je suis obligé, faire ces emails-là, faire ces relances-là, faire cette planification pour le futur entretien. Je dois aller chercher dans mon SharePoint quels sont les bons documents, les bons processus. Tout ça, généralement, ça embête et ça m'embête le premier. Et donc ça, je pense que je suis le premier à le dire, que l'IA va nous aider là-dedans. Par contre, je serai en entretien dans lequel je dois, dans une certaine mesure, voir s'il y a un match entre ce qu'on appelle hiring manager, donc le futur N+1 du boss, enfin du candidat, pardon, et le candidat. Bah, l'IA va peut-être pouvoir t'aider, va peut-être, parce que tu fais ton call en visio, va peut-être enregistrer, faire de la prise de notes pour que toi, humain, tu puisses te concentrer et regarder la personne droit dans les yeux, te dire OK, pouvoir prendre aussi une décision non biaisée. Ça, c'est aussi plein de choses qui arrivent en ce moment et des tendances dans le recrutement, c'est le recrutement non biaisé. Et je pense que l'IA peut euh, énormément t'aider là-dedans, mais in fine, ce que le candidat il va se dire, pourquoi est-ce que j'ai envie de rejoindre cette entreprise? Si les 5 étapes de son processus, les 5 fois, il est tombé sur un robot ChatGPT, j'ai encore la conviction qu'il ne va pas vouloir rejoindre cette entreprise-là. Comme on l'a dit, quand on regarde les attentes du candidat, ça reste l'ambiance en premier. Et je ne suis pas sûr que nos robots IA soient les premiers à faire une ambiance Pump It Up dans une entreprise, quoi. C'est quoi aujourd'hui, on va dire, à quel point l'IA est utilisée dans les process de RH ou recrutement aujourd'hui en termes, je sais pas moi, qualification de CV, etc. C'est quoi aujourd'hui? Alors, ça dépend des boîtes, etc. Mais de ce que tu vois, ça se fait beaucoup, c'est encore très tabou. C'est quoi la vibe un peu? Les langues se délient. J'adore le monde du recrutement et des RH et celui dans lequel j'évolue. Mais si je devais qualifier de manière générale ces personnes-là, c'est plutôt des followers que des early adopters de la technologie. Il y en a plein dans le monde qui sont les premiers early adopters et qui justement, quand je te parlais d'un recruteur de GPT, c'est parce que justement j'ai vu d'autres personnes le faire que je me suis inspiré de ça pour me dire, bah voilà, en fait, à chaque fois que je vais devoir créer une fiche de poste, plutôt que d'aller devoir repartir d'un template et m'amuser à remplir, bah en fait, je vais dire à mon chat GPT, voilà qui est mon entreprise, voilà un petit peu de contenu, puis bah, la prochaine fois, 2 mois plus tard, quand je vais devoir faire une fiche de poste, je vais directement pré-prompter mon truc, je rentre mes 3 informations, ça me sort une fiche de poste, je la relis, je fais des ajustements à la marge, et boum, ça m'a pris une demi-heure, 1 heure, au lieu de me prendre 4 heures, voire 6 heures ou voire 8 heures, je n'ai aucune idée de exactement combien de temps ça peut prendre en fonction de la complexité et du type de job, s'il est nouveau ou non. Après, sur l'évaluation des skills, il y a 2-3 startups qui se lancent sur ce sujet-là. Sur le côté, on va dire, aider à l'automatisation des tâches, il y a peut-être un peu plus de sociétés aussi qui sont sur le sujet. Et puis, je pense que sur plus uniquement le côté recrutement, mais aussi le côté ressources humaines, typiquement, j'ai vu une startup suisse qui t'aide aussi dans façonnement, dans l'écriture de ton certificat de travail. Donc, c'est en Suisse, on a cette culture du certificat de travail quand tu es passé chez un employeur qui doit dire, etc. Bah, en fait, ça fait une page Word ou 2 pages Word. Bah, je vais automatiser ça. Et puis, en fait, le N+1 qui va relire, il va juste avoir une forme de relecture et le signer en bas de page. Et au lieu de me prendre 4 heures, bah, ça aurait été automatisé. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup sur le côté automatisation admin et qu'on a encore un peu, je ne sais pas si c'est à juste titre ou non, hein, mais un peu peur ou c'est encore un peu tabou le côté utilisation de l'AI pour ce qui est l'évaluation. Alors peut-être pas l'évaluation finale, mais de dire ok, on a reçu 300 CV, fais-moi déjà un petit, tu vois. On a l'impression que c'est pas juste. J'ai l'impression où on dit non mais ça doit être fait par quelqu'un, sinon c'est pas faire, etc. Ou pas, ou peut-être pas. Hein, si c'est fait.
même moi je te dirais, et je pense que pas de grand monde osera le dire, Mais pourquoi est-ce que c'est pas adapté? C'est parce que justement, aujourd'hui, le recrutement est compliqué. Puis en fait, quand tu reçois 350 CV, puis que l'IA te dit, il n'y en a que 3 qui sont là. Est-ce que tu n'as pas un petit sentiment au fond de toi qui te dit, est-ce que j'irai pas checker les 347 autres pour savoir si en fait, il n'y a pas une pépite qui se cache? Ouais. En fait, on n'a pas encore une confiance à 100% que la personne va faire, enfin, que l'intelligence artificielle va faire le bon tri. Puis si j'ai des difficultés à recruter et que justement je suis en pénurie de CV, est-ce que je vais avoir la confiance nécessaire pour fermer les yeux et me dire ces 347 CV, je les regarde absolument pas. Je les détruis, je les mets à la poubelle. C'est drôle que tu dis ça parce que LinkedIn fait déjà ce tri, d'ailleurs. Oui, il dit. Il dit correspond, on sait pas trop, ou ne correspond pas. Et les ne correspond pas, tu les vois même pas. En fait. Il te les Mais présente. c'est vrai que, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai mis une offre d'emploi sur LinkedIn, je suis quand même allé regarder, quoi. Je suis quand même allé scanner un peu rapidement. Est-ce que vraiment il a bien choisi? Et des fois, il se trompe. Mais Il y a parce des que- fois où il a mis quelqu'un qui correspondait pas. Je dis, ah, mais non, mais franchement, cette personne-là, why not? Exactement. Puis je pense que dans un processus de recrutement, soyons très honnêtes, quand d'un seul coup, tu as fait ta première offre d'emploi, tu as reçu un premier match de CV, puis que tu trouves pas exactement ce que tu veux, soit tu vas repartir de la base en disant est-ce que réellement les compétences que j'avais définies comme étant des prérequis obligatoires et celles qui étaient j'étais prête à m'en passer et limite que la personne se forme sur le tas, est-ce que je vais changer ces curseurs-là ou non? Et en fait, très probablement qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle, c'est quand tu lui dis c'est un must-have, la personne doit parler l'anglais, bah là, elle est très performante pour identifier si oui ou non la personne parle anglais. Par contre, tu lui dis, en fait, j'aimerais que ce CV-là ait déjà une expérience dans la gestion des réseaux sociaux. Beaucoup plus compliqué pour le CV, que ce soit sur LinkedIn ou sur le CV, de le déceler. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être que dans son précédent travail, elle travaille dans le marketing, mais elle n'a peut-être pas écrit marketing digital, gestion des réseaux sociaux. Mais en fait, 20% de son temps le consacrait à faire du community management. Et elle l'a peut-être pas mis sur son CV. Puis en fait, au fond de toi, tu te dis, ah, mais ça correspond plutôt bien. En fait, elle était déjà dans la bonne verticale. Elle avait un job dans une entreprise qui est plutôt cool, qui est plutôt précurseur sur ces nouvelles techniques de gestion des réseaux sociaux. Est-ce que j'irais pas juste la rencontrer? Et en fait, c'est cette optique-là qui te fait dire, en tant qu'humain, est-ce que j'irais pas recontacter quand même cette personne-là et checker du coup le premier tri qui était de fait CV? Est-ce que pour autant, dans 5 ans, on ne sera pas beaucoup plus mûr? Je pense qu'on le sera. Aujourd'hui, au tout début, on n'était pas sûr que ChatGPT soit une révolution. Je suis le premier à être persuadé que c'est une révolution. Et qu'aujourd'hui, quand j'en parle avec mes parents, même eux, ils arrivent à prompter ou avec d'autres personnes. Donc c'est juste qu'il faut que le temps que les gens aient l'habitude. Et puis peut-être qu'en fait, dans 5, 10 ans, un candidat, ça lui sera plus impersonnel que de parler avec un robot pour répondre à ses premières questions, pour justement qualifier son CV, pour justement faire sa première prise de rendez-vous. Et qu'au final, si derrière, il passe 30 minutes en entretien, il n'aura pas été choqué de se dire, purée, quand j'ai fait mon processus d'application, en fait, ça a été complètement impersonnel, mais ensuite, j'ai été rebasculé vers un humain. La préqualification peut s'automatiser, c'est sûr. Maintenant, il y a une dimension un peu qui correspond à la pyramide des skills que tu disais avant. Les hard skills, c'est important, mais j'ai l'impression que les soft skills prennent de plus en plus de place dans le recrutement aussi. Moi, je trouve que mettre l'accent là-dessus, c'est hyper important parce que les soft skills, c'est plus difficile à apprendre que les hard skills. Et les soft skills, c'est plus difficile à automatiser. Très clairement. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire avec le contact. Et c'est un peu dommage, du coup, de passer à côté de potentiels candidats juste parce que il a passé 20% à faire du community management et pas 50%, pour donner un exemple un peu bête. Mais qu'en fait, c'est une personne géniale. Et ça, je vois pas comment on réussira, en partant du principe que la ressource principale d'une entreprise, c'est l'humain. Cet élément-là, et qu'il faut avoir une bonne ambiance et qu'on veut avoir une bonne culture, cet élément-là, ce soft skill, la personnalité de la personne, c'est très important quand même. Et pour t'illustrer ça, je peux te raconter quelque chose qui est pas plus tard qu'il y a quelques semaines. On pense, et puis je pense que c'est aussi la bonne solution, c'est qu'à l'avenir, l'intelligence artificielle, peut-être pour évaluer les soft skills, elle va peut-être plus se baser sur de la vidéo et ce genre de choses. Et tout le monde dit, ah, le recrutement par vidéo, c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir, mais c'est clairement pas l'avenir à court terme. Une startup qui s'est lancée en Suisse alémanique avec une des plus grosses influenceuses, elle est en train de faire un flop. Je connais une plateforme d'offres d'emploi en Suisse qui a testé et bêta-testé du recrutement par vidéo. Ils ont eu des chiffres où il y avait plus de 90% d'échecs avec le recrutement par vidéo. Mais pourquoi ça? C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu es candidat et puis qu'on te demande de faire une postulation par vidéo, tu te dis, mais est-ce que réellement je vais postuler pour cette entreprise-là?
ça veut dire que je vais me regarder face caméra, comme ça, les yeux comme ça, et puis je vais peut-être apprendre par cœur mon texte, parce qu'en fait, je vais peut-être être trié par une intelligence artificielle, puis en fait, ça rebute pas mal de candidats. Donc je pense que quand est-ce que l'intelligence sera artificielle et quand est-ce que les entreprises seront prêtes à faire confiance à une évaluation des soft skills par l'intelligence artificielle, c'est quand tout simplement les candidats seront d'accord de eux-mêmes faire un processus par vidéo et pas uniquement une petite vidéo de 30 secondes de pourquoi est-ce que je postule chez vous, parce que c'est pas avec une vidéo de 30 secondes de pourquoi je postule chez vous qu'on va pouvoir déceler des soft skills, c'est plutôt quand tu auras réellement une postulation de 20-30 minutes avec 10 vidéos, 10 réponses, que là, peut-être que l'intelligence artificielle, avec, elle aura un intervalle de confiance suffisamment élevé pour te dire, bah, j'estime qu'elle est forte en communication, en gestion de crise et en je sais quel autre soft skills tu recherches. Elle est un peu moins forte là-dedans, mais aujourd'hui, c'est pas sur la base d'une petite vidéo de 30 secondes où tu demandes à la personne de te présenter et pourquoi est-ce que tu postules chez toi que tu peux déceler les soft skills de cette personne-là. Mais c'est aussi, à mon avis, quand ce sera bénéfique pour les deux parties. Parce que c'est aussi de dire, bah voilà, je suis prêt à faire ces 10 petites vidéos. Parce que pour finir, en fait, je veux avoir le résultat. Est-ce que c'est fait pour... Enfin, tu vois, c'est aussi de dire, est-ce que c'est fait pour moi? Tu vois, ah non, mais vous correspondez pas parce que ça et ça. Ah ouais, j'avais pas pensé. Et pour finir, ça peut être aussi bénéfique en disant, bah, je vais pas perdre mon temps. Tu vois. On prend toujours le côté du recruteur, mais il y a aussi le candidat qui dit, bah, en fait, c'est vrai que bah, j'ai fait le process parce que je trouvais intéressant. Mais en fait, en le faisant, il y a Léa qui m'a dit ça, ça, ça. Puis je me rends compte que en fait, bah, c'est vrai que je suis peut-être pas un fit pour cette boîte. Quoi. Puis tu Complètement. ressors toi-même du process en disant, bah, j'ai appris quelque chose, etc. Parce qu'on part toujours du principe que si tu applies, c'est que tu veux absolument bosser là-bas. Et en fait, pas forcément. Peut-être que toi, tu veux juste aussi voir si est-ce qu'il y a un fit ou non. Tu vois, bah, ce serait intéressant, mais j'ai d'autres options. Mais il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est aujourd'hui, on a encore un peu peur de parler aux robots parce qu'il y a une réelle différence entre le robot et l'humain. Mais petit à petit, quand même, la barrière robot-humain, pour moi, elle va gentiment s'estomper. Et plus on avance dans le temps, plus ça va être normal de parler à des robots, parler à des agents. Plus on va commencer à avoir des petits robots à qui on discute dans nos salons, des trucs comme ça. Ça va venir. Je crois que c'était aussi cette semaine ou un truc comme ça. J'ai vu ça m'a un peu fait flipper, mais j'ai trouvé ça cool en même temps. C'est une boîte polonaise, je crois, qui a créé un petit robot qui est destiné aux enfants qui ont entre 5 et 10 ans pour leur faire apprendre des langues. Donc c'est un petit robot qui a l'air tout gentil comme ça. Et tu vois, t'as le... Mais en fait... Non, mais c'est fou parce que t'as donc la vidéo de présentation du truc, c'est littéralement un gamin de 7 ans qui parle à son robot, puis le robot lui dit, tu sais, il lui montre une photo d'une veste, et puis il lui dit coat, et puis le gamin il le regarde, puis coat. Enfin, c'est un peu. C'est génial. C'est hyper cool, mais en même temps un peu flippant. Et aujourd'hui, on trouve ça flippant. Je pense dans 10 ans, on trouvera ça normal. Et du coup, ça revient un peu à ce que tu dis, dans le sens où dans 10 ans, parler à un robot pour faire le pré-recrutement, en fait, on trouvera ça normal. Et ce sera plus un problème. Exactement. Je pense que ça me fait rappeler mes bons cours d'HEC Lausanne. Tu avais une courbe, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais justement de la capacité d'adoption d'une nouvelle technologie. Puis au tout début, on appelait ça un marché de niche, et puis ensuite, c'est le reste du marché qui a été conquis. Puis en fait, tu as toujours des early adopters. Et je pense que sur complètement une autre technologie, mais tu penses les NFT, il y a eu un boom. C'est ce qu'on appelle ça, c'est le hype cycle, je crois. Ouais. Ça monte, il y a toujours ensuite un creux qui redescend, puis ensuite ça reprend, puis ça a un espèce de plateau de productivité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une forme de hype. Puis ensuite, on va atteindre un summum, et puis on va peut-être avoir même le contre-coup de ces nouvelles technologies-là. On va redescendre, pardon, parce que redescendre, oui, on est en décembre, mais ça va plutôt redescendre. Et puis là, on va se dire, OK, ça va faire le nettoyage de cette technologie, elle nous aide concrètement à quoi? En fait, les entreprises qui vont utiliser l'intelligence artificielle, mais uniquement pour évaluer le candidat et pas lui faire transmettre, comme disait Alex, un feedback dans le mode je vais aussi t'aider à t'améliorer. En fait, toutes celles-ci, entre guillemets, elles vont disparaître, être nettoyées. Et en fait, toutes celles qui auraient été faites dans une forme de bienveillance, et comme tu dis, où ça va servir et le candidat et l'entreprise, en fait, elles vont remonter puis jusqu'à atteindre un plateau de productivité. Et probablement que dans 5, 10, 15 ans, ça sera complètement normal que dans notre processus de recrutement, on passe par ce type de processus-là, quoi. Aujourd'hui, de ce que tu vois du marché RH, enfin, ouais, on va appeler ça comme ça, dans l'utilisation d'outils, typiquement, qui peuvent, alors que ce soit AI ou autre, hein, ou ce que vous faites vous aussi, c'est quoi aujourd'hui c'est dur de parler d'un pourcentage, mais est-ce que les gens ont envie d'utiliser ces nouvelles technologies? Est-ce que c'est plutôt réticent? J'ai l'impression qu'il y a un gap entre le recruteur d'aujourd'hui et la personne qui va devoir recruter. Généralement, le recruteur, il est forcément plus âgé, donc il n'est peut-être pas de la même génération. Et il y a ce gap, en fait, où non, on n'a pas besoin de ces outils, mais en fait, ces outils seraient bénéfiques. C'est quoi aujourd'hui la relation que les recruteurs ont
ou la team RH avec ses outils qui peuvent aider à faire ça? C'est difficile de donner une réponse globale, mais probablement pour commencer à me confronter au marché US, UK, France, Suisse alémanique et Suisse, qui sont ceux que j'ai vraiment essayé de faire une forme d'étude pour comprendre où est-ce que notre produit qu'on développe, on aurait le plus de traction au tout début. Bah, très clairement, pour le coup, marché US et UK, c'est les plus matures. J'ai pu discuter avec une startup au UK où en fait, quand tu postules, tu peux appeler un numéro de téléphone et c'est un robot qui répond à tes premières questions. Et donc, du coup, tu peux poser toutes tes questions. Tu es au téléphone, tu discutes avec un truc. Ça fait que tu peux postuler dans 150 langues parce que c'est des entreprises qui sont remote friendly. Donc, tu peux être basé en Thaïlande et bosser pour la boîte au UK ou autre. Donc, eux, ils sont sur un niveau, t'as pas idée. Est-ce que pour autant, l'expérience, elle est cool? J'ai l'impression qu'elle est cool. Tu as la France, dans une certaine mesure, qui est aussi assez avancée. Et je dirais que les startups et les scale-up ont aidé à donner une accélération et une forme de maturité au processus de recrutement. Et maintenant, il y a les grands groupes et voire les PME d'une certaine taille qui s'y mettent. Après, tu as le marché suisse-alémanique qui est encore un tout petit peu plus en retrait que le marché français. Et il y a une forme de la digitalisation des processus RH a été mise en place. Et puis maintenant, on va même essayer d'accélérer une forme d'amélioration justement de ces processus-là. Puis après, en Suisse romande, tu as quelques belles boîtes qui justement ont déjà fait une forme de digitalisation. Puis après, tu bosses avec une entreprise où tu te rends compte qu'ils bossent encore avec le CV papier. Même si tu as postulé via LinkedIn, ils appuient sur Print, CTRL-P, ils se retrouvent sur le bureau, puis ils mettent les 10 bureaux, ils sont dans une salle, ils sont deux à se dire, OK, est-ce qu'on prend celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-ci? Et puis tu te dis, OK, lui, il n'est peut-être pas encore prêt à ce qu'il y ait une intelligence artificielle qui vienne analyser ces 10 CV parce qu'il a encore le réflexe de faire CTRL-P. Donc, pour le coup, je pense que c'est difficile de donner un pourcentage. Il y a très clairement aussi des précurseurs en Suisse romande et qui sont au niveau le plus avancé que je t'ai donné. Mais dans notre généralité, on va dire, effectivement, je dirais que le marché suisse romand est plutôt à la traîne dans ne serait-ce que la digitalisation de ces processus. C'est ça, c'est même pas forcément que les AI, c'est le côté Exactement. on a un outil, tu vois, on a un outil qui nous permet de faire ça, tu vois. Il y a un outil qui nous permet de nous aider là-dedans, nous aider dans notre engagement, nous aider dans etc., etc. Puis de dire, bah ça, on va l'utiliser. Mais l'envie d'aller utiliser ces outils-là, ou déjà la connaissance que ces outils-là existent, tu sais mieux que moi, mais tu vois, c'est quand même, on traîne un petit peu, j'ai l'impression, quoi. J'étais moi-même étonné d'avoir discuté. Alors, je dirais que c'était avant le 1er septembre, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est rentrée sur la protection des données, mais il y avait encore des boîtes au mois de mai. Elles avaient un Excel dans lequel, quand ils recevaient les CV, ils venaient remplir des champs. Puis en fait, ils gardaient les données. Et puis, c'était plus ou moins tout. Alors que justement, dans ce qu'on disait juste avant, le fait de devenir inoubliable pour tes talents, parce qu'en fait, ça va peut-être devenir les acheteurs de tes produits. Puis en fait, peut-être que ça ne joue pas maintenant. Mais en fait, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, le candidat que tu as refusé maintenant, ça va devenir le candidat parfait parce qu'il aurait été faire une expérience de plus, il aura acquis ces nouvelles compétences-là. Et en fait, c'est lui que tu veux. Donc, si d'un seul coup, tu lui offres une expérience dans laquelle le type est dégoûté à vie, limite, et ça c'est prouvé par des études, il va en parler à son réseau, voire même le parler sur des plateformes de type Glassdoor, LinkedIn. En France, il y a eu l'essor des Balance ta startup ou autres. Il va dire tout ça, bah, tu es sûr que tu vas plus jamais pouvoir le recontacter. Donc, effectivement, ces outils qui te permettent dans une certaine forme de garder la donnée, de nourrir ce qu'on appelle un talent pool, un vivier de talent dans lequel justement, bah, peut-être 6 mois plus tard, tu vas reprendre contact. Et ciao Alex, ça ne l'avait pas fait il y a 6 mois. Je vois que depuis, tu as accepté un job chez PMI. Trop cool. Retiens-moi au courant si je peux t'aider d'une quelconque aide. Et puis, reprenons contact dans 3 mois. Et by the way, dans 2 mois, on fait un événement pour le lancement de notre nouveau produit et ça serait cool que tu puisses venir. Tu as fait ça, tu es le premier des types où tu te dis waouh. Et clairement, le jour où tu seras plus content de ton emploi, tu vas te dire top of mind. C'est quoi là où j'ai envie d'aller bosser? Putain, c'est dans cette boîte que j'ai envie d'aller bosser parce que l'expérience que j'y ai vécue, elle est trop cool. Elle est ouf, Ok, Ouais. il y a 6 mois, ils m'ont dit malheureusement que ça allait pas le faire. Mais en fait, l'expérience qu'ils m'ont fait vivre, malgré le fait que ça n'a pas débouché sur une embauche, mais en fait, c'était tellement cool que j'ai quand même toujours envie d'aller bosser pour eux. Et ça, c'est une bonne transition vers justement un peu ce que vous faites. Est-ce qu'il y a un sujet qui est assez peu discuté au final, c'est l'expérience du candidat du processus de recrutement. Mhm. Avant d'en parler avec toi, honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde s'en foutait. Franchement, on s'en fout. Enfin, le candidat, au final, que son expérience elle soit bien ou pas chez moi, en fait, la seule chose qui m'importe, c'est est-ce que je l'ai recruté au final ou pas. Le reste, c'est pas très grave. Toi, tu appuies le fait que cette expérience-là, elle est super importante. Déjà par respect pour le candidat, mais aussi pour le long terme, pour la réputation de ton entreprise. Et tu essayes aujourd'hui d'améliorer ça.
Donc peut-être en deux phases, tu as déjà un peu introduit, mais pourquoi cette expérience-là, elle est aussi intéressante et comment est-ce que vous essayez de la rendre meilleure? Comment vous aidez les employeurs à rendre cette expérience-là meilleure pour les candidats? Ouais, très intéressant, très longue question. Je vais essayer d'y Ouais, aller, désolé. je vais essayer d'y aller étape par étape. Donc, effectivement, c'est partir du principe qu'aujourd'hui, probablement, un peu comme dans un processus de vente où tu vas peut-être avoir le choix entre trois choses, et c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui depuis tout à l'heure dans le monde du recrutement, que bah, je prends un exemple que je connais bien, le monde du conseil. Bah, en fait, tu as les Big Four, les Big Three et quelques autres boîtes de conseil. Et en fait, aujourd'hui, je suis consultant, senior consultant, et j'ai envie de changer de job, probablement que les 6 boîtes vont se positionner face à moi parce que justement j'ai une forme de profil pénurique. En fait, qu'est-ce qui va te faire plutôt aller dans l'entreprise A, B, C ou D? C'est l'expérience que tu lui as fait vivre. C'est parce qu'il a réussi à se projeter avec toi. C'est parce que quand il a envoyé son CV, tu n'as pas mis 3 semaines à lui répondre. Tu n'as pas mis ensuite, entre le premier entretien et le deuxième entretien, un mois. C'est que tu lui as fait un feedback. Ah, bah voilà ce qu'on a bien kiffé chez toi. Voilà comment est-ce que tu peux t'améliorer. C'est aussi parce que justement, entre les différents entretiens, tu as continué à battre le fer, entre guillemets, tant qu'il est chaud. C'est ça un peu les bonnes pratiques du côté sales qu'on essaye d'appliquer au côté recrutement. Et pour reprendre les toutes bases à l'origine, parce que c'est un truc, quand j'essaie de l'expliquer, qui fonctionne bien, le recrutement, dans une certaine manière, c'est un peu comme un date. Euh, je sais que vous êtes casés les deux, mais dans les faits, quand tu commences à avoir un date, bah, en fait, un processus de recrutement, et je fais le parallèle, dure généralement un mois et demi. Bah, si entre le premier rendez-vous que tu as eu, donc qui est ton premier entretien, et le deuxième, tu as 2 semaines qui se passent, et puis tu t'écris pas, bah, en fait, la hype de ton premier date, elle va un peu redescendre. Et à chaque fois, tu devras un peu repartir de zéro ou autre. Bah, ce que nous, on essaye de faire, c'est de se dire, bah, un recrutement, c'est dans les faits, s'il y a une forme de temps incompressible. Tu vas jamais pouvoir recruter en moins d'une semaine, deux. Peut-être que tu arrives plus rapidement si c'est des postes particuliers. Et encore, la moyenne nationale en Suisse, elle est, je crois, à 35 jours, en France à 29 jours. Et donc, tu te dis, concrètement, si je prends la moyenne, ça va durer 35 jours. Et en moyenne, c'est 3h30 passées en entretien. Donc, tu dis que sur ces 35 jours, je vais passer 3h30 en entretien, mais les 99,9% du temps, qu'est-ce qui se passe? Bah, le type, il va peut-être aller postuler ailleurs, et probablement, il a très raison de le faire, enfin, il a une très bonne raison de le faire. Et donc, du coup, comment est-ce que je peux faire ça? Bah, un peu comme dans ton date, tu continuerais à t'écrire, lui demander comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as fait, ça te plairait de faire quoi à notre prochain date. Bah, un peu dans cette même relation, on va essayer de créer ça entre l'entreprise et le candidat dans une forme de séduction. Et du coup, nous, on est parti de ce postulat-là, qui est de dire bah, le recrutement, c'est plus justement 4 étapes très claires avec un entretien de préqualification, un entretien avec ton boss, un entretien dans lequel tu testes les compétences techniques et un entretien final de négociation, ce qui est généralement le processus classique, on va dire, dans une entreprise, mais c'est ça, plus tout un tas d'autres moments dans lesquels bah, potentiellement tu candidates et en fait tu vas peut-être avoir envie de pouvoir poser des questions à tes futurs collègues. Yo les gars, je suis en processus chez vous. Concrètement, dans les faits, j'ai été voir sur le site internet où le recruteur m'a envoyé un petit PDF qui parle de la marque employeur et des cultures et de la valeur de la boîte. Mais dans les faits, comment est-ce que ça se matérialise? Puis là, tu as ton futur collègue qui va dire ah bah déjà, premièrement, trop cool, je me sens valorisé, on vient me poser des questions. Et deuxièmement, bah, en fait, concrètement, comment se matérialise l'ambiance dans notre groupe? Bah, tous les mardis, c'est top hour au bureau. C'est 12h30, 13h30. On parle pas de boulot, on va tous à la caf en même temps, on prend notre Tupperware, on se raconte notre week-end, etc. À l'inverse, je sais pas quels sont tous les petits un peu habits, c'est toutes les habitudes que tu prends avec ton groupe, bah, que tu peux partager. Bah, ça, il faut être en capacité de pouvoir le donner sans pour autant que ça soit une augmentation de la charge de travail. Parce que c'est ça aussi un peu notre postulat, c'est que très souvent, et malheureusement, les RH et les recruteurs sont vus comme une fonction support. Malgré tout ce qu'on a dit avant, que c'était très important et que la ressource fait la croissance de la boîte et que sans les ressources, tu n'as pas de croissance, ça reste quand même toujours une forme de fonction support. Et donc, du coup, on était là pour que eux-mêmes puissent continuer, entre guillemets, d'aller voir leur boss et leur dire hello, on aimerait faire vivre cette expérience, et sans pour autant devoir dire bah, j'aimerais débloquer un budget de X milliers de francs, X centaines de milliers de francs, bah, que tu puisses dire bah, hello, il y a cette solution qui existe sur le marché. En fait, ça va nous permettre d'implémenter tout un tas de bonnes pratiques. Et derrière, dans les faits, voilà, il y a eux, un tel qui bosse avec eux. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu une augmentation dans leur taux de conversion de leurs candidats qui est de X% de plus. Et dans les faits, bah, ça va nous coûter seulement ça versus recruter une personne supplémentaire et surtout versus passer à côté de mon candidat.
parce qu'on ne l'a pas mentionné dans les chiffres juste avant, mais un recrutement raté, donc il y a une forme de mismatch entre le candidat et l'entreprise, ça peut représenter jusqu'à 40, 50 000, 100 000 francs suivant les postes les plus élevés, parce que généralement, on va inclure dedans potentiellement les 3 mois de salaire de la période d'essai au tout début. Si la personne part parce qu'en fait, elle aurait été complètement déçue parce ce qu'elle aura vu une fois qu'elle sera rentrée dans la boîte. Et donc, surtout aussi le temps perdu. Imagine, tu as un besoin parce que tu as un projet à staffer au mois de mars. Tu as commencé ton recrutement au mois de janvier. Tu penses avoir la bonne ressource. Puis en fait, tu es au mois de mars. Tu as ton client qui te paye pour avoir une ressource pour t'aider sur ce projet-là. Puis 2 mois plus tard, tu as ta ressource qui part. Tu recommences un processus de recrutement. Puis on vient de dire que ça prend 35 jours. Donc, c'est 2 mois plus tard que tu as ta ressource. Le côté money left on the table pour le dirigeant d'entreprise que vous êtes, il est important. Donc, d'un seul coup, tu vas te dire, OK, j'ai un peu, dans une certaine mesure, envie de sécuriser ce candidat-là. Il est cool et j'ai envie qu'il reste dans ma boîte, quoi. Ce nurturing, justement, que tu as de ton candidat pendant cette période, il y a une partie, j'imagine, qui peut être automatisée, pardon, en soi. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 50% qui est automatisé et après, ça fait partie, comme du sales, hein, comme on disait avant, c'est la personne qui vient. C'est quoi aujourd'hui le ratio Non, je pense que même je peux même avoir dans une certaine mesure 80% qui est automatisé. Hein. Okay. Ça dépend. Si on dit le temps que tu passes en entretien, non, celui-ci, tu peux pas l'automatiser. Par contre, de 24 heures avant son entretien, tu sais que le type va faire un entretien de culture fit. En fait, je vais pouvoir automatiser un envoi d'email, par exemple, en disant Hello Alex, on se réjouit de te voir demain. Demain, dans ton entretien, tu auras Max et Flavio. Voilà les 2 profils LinkedIn de Max et de Flavio, ou un tout petit profil que Max et Flavio auraient été remplir auparavant sur c'est quoi nos hobbies, pourquoi est-ce qu'on est dans cette boîte, qu'est-ce qu'on kiffe bien et c'est quoi notre rôle. Ensuite, c'est voilà 3 témoignages de candidats qui sont passés par cette étape-là et comment est-ce que tu peux t'aider à te préparer. Voilà 3 exemples de questions type qu'on pourrait te poser dans cet entretien-là. Donc, bien évidemment, ce n'est pas les questions que tu vas lui poser pour l'aider à se préparer, mais plutôt, puis d'un seul coup, tu es 24 heures avant, tu vois ça, tu te reconnectes en 30 secondes sur ton email, tu cliques sur un lien, boum, en 20 minutes, tu as retrouvé tout ce type d'informations, tu es le candidat, et puis que tu te dis, OK, dans une certaine forme, je vais déstresser. Parce que ce qu'on n'a pas aussi dit, c'est que pour un candidat, un processus de recrutement, c'est un événement hyper stressant. Il y en a qui le prennent probablement un peu plus à la cool que d'autres, mais pour certaines personnes, c'est vraiment stressant. Hein. Celui qui est actuellement au chômage et qui lui reste 3 mois de chômage devant lui, quand il passe devant un processus de recrutement, il est un peu comme ça. Hein. Donc, si d'un seul coup, lui arrive à lui enlever cette épine du pied en mode, voilà comment est-ce que je peux t'aider à te préparer et voilà dans quel environnement tu vas évoluer, crois-moi que c'est une grande aide pour lui, quoi. Ouais, puis la sensation en soi, c'est on prend soin de moi. C'est, tu vois, c'est pas juste tiens, on invite un call à 15h, connecte-toi sur ce Zoom et puis c'est un peu fait à l'arrache, quoi. C'est quoi aujourd'hui une boîte on va prendre la Suisse parce que c'est peut-être plus parlant pour nous maintenant, mais qui fait ça bien pour toi aujourd'hui, qui a un bon système en place de recrutement général en soi? Parce que je les connais bien, puis qu'on les a cités avant, puis il y a encore plein de choses qui peuvent automatiser. Hello Aurélie. Mais très clairement, chez Coca, par exemple, pour certains postes, tu vas peut-être même être à travailler dans ta dernière étape une demi-journée avec ta future équipe. Et quand je dis travailler, c'est pas qu'on va te demander de faire du travail gratuit, genre en mode t'es développeur et tu vas coder pendant 4 heures, et on va dire hey Jojo, en fait on ne veut pas, puis en fait on va récupérer ton travail pendant 4 heures. Non, c'est plutôt que tu vas venir dans les locaux, tu vas visiter le truc, tu vas discuter avec ton équipe. Derrière, eux, pour le coup, ils ont une culture d'entreprise en plus de ça qui est vraiment super, on va dire, poussée. Ouais, je cherchais le mot, je l'ai pas, mais avec l'holacratie. Donc c'est une forme de la hiérarchie chez eux. C'est pas une hiérarchie tellement pyramidale. L'holacratie, en 2 mots, c'est une forme de cercle, et puis tout le monde à l'intérieur de ce cercle peut proposer des idées et la meilleure idée va gagner. Et tu as des gens en charge de ça. Probablement, j'ai écorché 90% du principe, et puis ils expliqueront mieux que ça. Et je sais qu'ils font en ce moment un énorme effort sur leur marque employeur à faire des conférences sur ce sujet-là. Et si vous voulez aller voir, je vous invite à suivre les posts d'Aurélie Derghini ou Fabio Monte. Mais pour le coup, eux, ils le font très bien. Et je sais que eux, pour le coup, ils n'ont pas de problème de CV. Crois-moi que quand ils ouvrent un poste, ils n'ont pas de problème de CV. Après, sur 1 ou 2 postes, par exemple, oui, ils ont de la peine. Ils ont un restaurant qui s'appelle le Stamm. Puis en fait, les gens qui postulent pour justement aider dans cette restauration ou gérant du restaurant, c'est pas forcément des gens qui sont sensibles au fait de dire en fait, tu vas rencontrer ton équipe, il y a une forme d'holacratie. Quand tu dois recruter ton gérant de ton Stamm, c'est peut-être pas forcément ça. Et c'est là où aussi le recrutement, peut-être ce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est il y a besoin d'une forme de
personnalisation, de tailorisation en anglais de ce que tu peux proposer et comment est-ce que tu vas adapter ton processus de recrutement à la personne que tu vas vouloir recruter. Ok. Tu disais que tu as bossé dans le consulting avant. Ouais. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir lancer ta propre aventure et à quel point est-ce que le consulting t'aide ou ton expérience précédente t'aide aujourd'hui dans ce que tu essaies de créer? Pour ta première question, tu veux la version officielle ou tu veux la version officieuse? Tu dis celle que tu On as fait les envie de deux et dire. on fait les deux et après on choisit. Non, concrètement, j'ai fait un bachelor. J'étais assez au clair dans ma tête que je voulais pas tout de suite me lancer dans un master. Et je me suis dit, quel type de métier pourrait m'aider justement dans une certaine mesure à trouver ma voie dans le futur. Et je connaissais un tout petit peu le conseil par d'autres personnes qui étaient passées avant moi. Et je me suis dit, OK, go, j'y vais. J'ai eu la chance de tomber sur un employeur qui était pas trop regardant du fait que j'avais uniquement un bachelor et pas encore un master. Et je me suis dit, bah go, je pars sur un stage de 6 mois. Le stage de 6 mois s'est super bien passé. J'ai continué. Je pense que j'ai probablement appris plus en 6 mois de stage dans le consulting qu'en 3 ans d'études à HEC Lausanne. Et du coup, je me suis dit, OK, continuons dans cette voie-là. Derrière, ça a déroulé sur quasiment 4 ans dans le conseil. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne école, qui était ta deuxième question d'aujourd'hui? C'est probablement, pour le coup, ça je le sais depuis assez longtemps, que c'est une forme de truc inné en moi, que j'avais envie de lancer un projet entrepreneurial. Et pour le coup, on se rend peut-être pas forcément compte, mais le conseil, c'est une forme d'entrepreneuriat ou intrapreneuriat, parce que c'est un nouveau mot qui est venu à la mode. En fait, une boîte de conseil, qu'est-ce que c'est? C'est généralement des pratiques, des bureaux avec un partenaire à sa tête. Et en fait, ça en devient, même si c'est une énorme structure, une toute petite structure. Et du coup, le boss qui est à la tête de ça, bah, il y a une forme d'entrepreneuriat pour lui. Lui, il doit gérer son PNL, ses ressources, ses industries, ses processus de vente. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de tomber justement sur des bons managers. On parlait justement des managers tout à l'heure qui m'ont inspiré et sur lesquels j'ai pu apprendre énormément. J'ai peut-être aussi probablement provoqué cette chance de pouvoir apprendre autant. Et du coup, ça a fait que j'ai duré 4 ans dans le conseil jusqu'au moment où je me suis dit, bah, là, je crois que je suis mature pour lancer ma boîte. Et puis surtout, j'avais trouvé le bon cofondateur qui était un de mes collègues et qui est toujours mon cofondateur aujourd'hui. Donc, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce pas-là. Est-ce que toi, tu as eu un peu ce sentiment de peur, de risque, ou est-ce que tu savais dans toi, depuis toujours, que tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, tenter ton truc? Comment est-ce que tu t'es senti un petit peu au moment où tu as fait ce bond-là, de passer de quelque chose d'assez sécure, cool, intéressant, bien payé, machin, à avoir ton propre truc avec les difficultés que ça engendre aussi? Personnellement, il y avait une forme de c'était inné, mais si je devais donner un conseil à quelqu'un qui m'écoute, je vous dirais que c'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est pour ça que je te demandais si tu voulais la version officielle et officieuse. Et effectivement, le conseil m'a aidé, m'a donné énormément de méthodologie, la base de l'entrepreneuriat. Si on reprend aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une start-up ou un bon entrepreneur dans le service, dans le produit? C'est j'ai identifié un problème et j'ai trouvé une proposition de valeur qui va répondre à ce problème-là. Et que probablement, le conseil est une des très bonnes écoles parce que, comment expliquer ça à un enfant de 5 ans? Qu'est-ce que c'est le consulting? C'est le docteur des entreprises. Et donc, logiquement, si tu es le docteur des entreprises, c'est que tu as des problèmes dans ton entreprise et que tu vas essayer de trouver une forme de réponse à ce problème-là. Et donc, du coup, ça, pour le coup, je pense que le consulting, c'est une très bonne école pour justement trouver des méthodologies pour répondre à des problèmes. Et donc, ça, c'est méga cool. À l'inverse, probablement que la très bonne théorie pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt d'avoir validé une certaine forme de choses avant de se lancer. Or, j'ai plutôt pris la décision de me lancer dans le grand bain avec très peu de validation. Mais zéro regret, parce que du coup, peut-être que dans une certaine mesure aussi, ça m'a donné un peu plus un coup de pied au cul pour aller justement faire ces premières hypothèses-là. Mais je pense que j'aurais pu continuer plus en entreprise pour faire mes premières validations et me dire, OK, j'ai déjà validé ça. Donc, quand je pars, j'ai une certaine forme de sécurité avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais là-dessus, on parlait du podcast de Mathieu Stéphanie justement avant, et j'écoutais celui avec, je sais plus son nom maintenant, mais le fondateur de comment ça s'appelle, Price Minister en France, qui a vendu la boîte, etc. Et ensuite, ils voulaient relancer quelque chose. Et ils ont pris 5 consultants, je crois, je sais plus l'histoire, mais ils ont pris 5 consultants. Ils ont cherché pendant genre 1 an, justement, ils n'ont pas fait le côté... on va tester le marché avec des MVP, des machins. Ils ont dit non, on va mettre 5 consultants. Et ils ont bossé, je sais plus, 1 an, 2 ans à chercher la bonne idée.
Ils ont fait l'inverse de ce qu'on propose maintenant, entre guillemets. C'est un peu le vas-y, teste et tout. C'est non, on va pas tester. On va chercher la bonne idée, après on va construire un truc. Un peu, d'une certaine manière, un peu ce que tu as fait toi. C'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant. Après, il s'est avéré qu'ils n'ont pas trouvé la bonne idée, mais pour finir, en fait, ils ont. À 5 dessus en un an, ils ont pas trouvé la bonne idée. Non, mais en fait, ils avaient plein de trucs différents. Et en fait, la manière dont ça s'est terminé, c'est qu'en fait, lui, il a investi dans 5 boîtes différentes. Parce qu'en fait, ils ont créé je sais plus, il y avait 10 consultants ou 5, je sais plus, mais en gros, ils ont créé à chaque. Et ces boîtes, elles sont ultra successful aujourd'hui, etc. Mais le mindset, maintenant, on est tellement aussi dans ce côté. Et moi, je réfléchis comme ça, mais ça veut pas dire que c'est juste. Hein, il faut, tu vois, t'as ton MVP, il faut faire un petit truc, puis il faut pas trop réfléchir, il faut le faire, puis voir ce que le marché dit. Mais en même temps, voilà, c'est aujourd'hui, on propose cette solution, pourquoi pas, mais la solution que tu dis maintenant, elle est pas non plus. Tu vois, pourquoi pas, quoi, de dire, en fait, on va juste réfléchir à quelle est l'idée, et ensuite, on s'en fout, on va construire le truc, en fait, même s'il n'a pas été validé par le marché. On va le valider par la data, par l'analyse, etc. Et ça se fait plus du tout comme ça. Et il y a peut-être une raison, mais en même temps, ça n'empêche pas que ça continue à. Il y a quand même 2-3 belles histoires là-dessus, quoi. Très clairement. Et je pense qu'il y a 2 écoles. Il y a celle effectivement du MVP. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans les startups, c'est qu'il y a un peu, justement, comme tu disais, l'école peut-être des consultants, puis tu as l'école des mafias. C'est un terme un peu rocambolesque, mais pour dire qu'au sein d'une même entreprise, beaucoup ont quitté cette entreprise pour en monter d'autres. Donc la plus connue aux États-Unis, c'est PayPal Mafia, dans laquelle il y avait justement Elon Musk. En France, c'est Spendesk qui justement d'ailleurs a donné d'autres. C'est une licorne aujourd'hui qui a donné d'autres startups qui valent aujourd'hui 200-500 millions. Et probablement que le consulting a donné aussi quelque chose. Et je pense que ce qui fait la différence entre un consultant et ces personnes-là, et si je devais donner aujourd'hui un conseil à un consultant qui va quitter le monde du consulting pour lancer sa boîte, c'est t'es pas forcément obligé de changer ton état d'esprit à 100% et de devenir le mec qui justement va être le méga doer. Toutes les 4 heures, il va tester quelque chose, il va aller sur le marché. Mais pour autant, ne surintellectualise pas certains problèmes. Si je devais donner avec un petit peu de regard en arrière sur mes premières années d'entrepreneuriat, c'est que par moment, justement, en bon consultant, j'ai fait du consultant, j'ai fait trop de slides. Et, tu t'es auto-consulté. Exactement, je me suis auto-consulté. Et par moment, le white paper est ton très bon ami pour faire de la génération d'idées et de l'idéation. Mais par moment, comme tu dis, d'aller tester sur le marché, il y a un juste milieu à trouver. De faire que du whiteboard et des slides, ça va pas non plus suffire. À l'inverse, de faire que des trucs sur le marché, ça va pas forcément non plus te réussir parce que tu auras peut-être épuisé ton marché. Il va plus forcément vouloir te donner des bons feedbacks ou autre. Donc je pense qu'il y a une forme de juste milieu à trouver. Tu peux nous parler un petit peu de tes débuts et de ce process? Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, que ce soit des consultants ou pas. De ce côté, tu avais l'idée, tu es parti avec l'idée, tu avais le cofondateur, tu avais en gros la bonne base. Jusque-là, tout va bien. Exact. Après, il y a ce côté, nous, en tout cas, moi, j'ai jamais traversé ça, mais c'est un sujet qui m'intéresse, c'est tout ce côté levée de fonds, tout le côté aller chercher des investisseurs, réussir à convaincre des gens de ton idée, développer l'idée, réussir à le vendre. Je ne sais pas si aujourd'hui vous considérez avoir atteint la preuve de concept, par exemple. Tu arrives à me parler un petit peu de tout ce processus-là et peut-être jusqu'à aujourd'hui où vous en êtes et où vous voulez aller sur déjà les 6 prochains mois et les prochaines années? Ouais, très volontiers. Donc sur les débuts, et j'avais, je pense, effectivement le prérequis numéro 1 et qui est d'avoir un cofondateur. Et je pense que l'équipe cofondatrice, c'est vraiment ce qui va faire, je pense, 80% du job dans une start-up aujourd'hui. C'est pas forcément dans toute forme d'entrepreneuriat, mais dans une start-up qui va vouloir aller lever des fonds. Parce que, et ça c'est peut-être le premier truc aussi de base, je pense que, petit disclaimer, on est fin décembre 2023 et l'économie actuelle fait que c'est plus difficile d'aller lever des fonds. Peut-être que si on avait eu ce podcast 3 ans auparavant, je t'aurais peut-être pas donné exactement les mêmes arguments. C'est vrai. Mais pour le coup, si tu veux prendre le chemin de me dire je veux aller chercher des fonds auprès de Business Angel dans un premier temps, VC dans un deuxième temps, je pense que l'équipe fondatrice, c'est réellement 80% du truc au tout début. À l'inverse, si je veux plutôt avoir une forme d'entrepreneuriat bootstrappé, d'aller tester quelque chose, d'aller chercher tes premiers revenus, limite quand tu es encore en emploi quelque part, d'essayer d'avoir une première forme de vente ou autre, c'est beaucoup plus important et c'est un autre chemin et il n'y a pas de meilleur chemin l'un ou l'autre. Et il y a des boîtes qui, pour le coup, tu veux aller dans le monde du service, très probablement que ça ne sert à rien d'aller essayer d'aller lever des fonds auprès de VC parce qu'il y a une forme de scalability qui ne va pas exister et de multiples de retours sur investissement et donc du coup qui ne vont pas te suivre. À l'inverse,
Le VC ne s'applique pas à des boîtes qui ont une trop petite croissance avec des objectifs potentiellement de x1, x2, parce que le business model en fait d'un investisseur, c'est de se dire je vais investir dans X boîtes et en fait sur ces X boîtes, je vais avoir ce qu'on appelle un fund returner. Et donc du coup, il faut une boîte, tu l'as connu chez Rocket Internet, qui pour le coup explose tout. Ouais. Donc ça, c'est la première base. Ensuite, une fois que tu te dis ok, mon idée, elle est VC compatible, que j'ai le cofondateur, que j'ai l'idée, bah, il y a une forme de ta première levée de fonds en 2023. Il faut être en mesure d'aller convaincre des gens sur une forme de vision. J'ai la bonne équipe. Et puis, regardez mon plan que je vais dérouler, ce qu'on appelle un go-to-market. Il est déjà plus ou moins bien ficelé et je connais ce marché-là. Tu n'as pas encore forcément besoin d'avoir validé ton business model, d'avoir des premiers KPIs de ouf. Mais plutôt, tu dois aller convaincre les gens sur qui tu es et que tu es les bonnes personnes pour exécuter le plan que tu leur as vendu. Ensuite, probablement 12 mois plus tard, quand tu vas aller voir et plus tu avances dans ta levée de fonds, plus tu vas voir des acteurs institutionnels, donc plus ils vont vouloir dérisquer leur investissement. C'est un peu comme l'allégorie de l'oignon, plus tu enlèves des couches, moins il faut que ton investissement soit risqué, parce que aussi, moins il y a de multiples dans ton retour sur investissement. Bah là, tu vas devoir aller chercher une première forme de traction. Bah, en fait, ce que tu parlais de ce qu'on appelle un product market fit, preuve de concept, c'est de se dire, bah, regardez, aujourd'hui, je génère peut-être potentiellement que 10 000. Quand tu fais du SaaS B2B, on appelle du MRR ou de ARR, donc du Monthly Recurring Revenue ou Annual Recurring Revenue, qui est vraiment la métrique clé pour un investisseur une fois que tu commences à générer du chiffre d'affaires. Bah, OK, il est de ce niveau-là, mais regardez, vous pouvez aller discuter avec ce client-là et ce client-là. Il y a une forme de c'est cool, ils vont pas partir dans les 3 prochains mois. Et donc, du coup, si vous me donnez de l'argent, bah, je vais pouvoir scaler ma force de vente et continuer à développer mon produit. Et ça va être l'objectif dans une certaine forme après ta première levée auprès d'acteurs institutionnels. Ça va être de dire j'ai aussi validé mon business model. Puis ensuite, plus tu avances dans l'aventure entrepreneuriale des startups et plus les montants sont aussi importants et plus les KPIs vont être un peu plus précis. Je peux te donner encore le suivant qu'on appelle le côté CAC, coût d'acquisition client. C'est de dire si un investisseur te donne 1 franc, il faut que ça me rapporte plus que de 1 franc. Et donc du coup, si tu sais que pour acquérir un client, ça te coûte 500 francs, et ce qu'on appelle le CAC sur LTV, Lifetime Value, c'est 480 francs, mais en fait, tu es encore en train de creuser ta tombe, donc ça sert à rien que j'investisse chez toi. Donc au moment où tu vas aller chercher ce qu'on appelle une série A, ce que l'investisseur va commencer à regarder, c'est de dire, OK, si je te donne 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, en fait, tu vas être en capacité de le transformer en 5, 10, 15, 20, parce que tu as ton ratio CAC LTV qui est intéressant. Et ça... N'allons pas plus loin ensuite dans l'aventure entrepreneuriale parce que je ne serais pas la bonne personne pour en parler. Mais voilà, du moins, on va dire, la théorie des startups aujourd'hui. C'est intéressant quand même parce que tu disais que ta formation HEC t'a pas forcément aidé dans Non. ta carrière des consultants ou dans ta carrière d'entrepreneur. Moi, comme toi, j'ai fait HEC aussi. Excusez-moi. Pas vous déranger, les La gars. sortie, c'est là-bas. Non, mais je trouve quand même ces bases-là, on les a quand même vues aussi à l'école. C'est quand même intéressant de les avoir. Et moi, je trouve qu'on voit trop d'entrepreneurs qui ont aucune idée des chiffres et de comment fonctionne une boîte, de comment lire un PNL, de comment faire un peu de compta, etc. Je pense pas que ce soit obligatoire parce que j'ai rencontré des gens qui arrivent à totalement gérer une boîte purement sur leur passion, sur le savoir-faire, et qui délèguent ça totalement, ce qui est fine. Mais je pense que ça aide quand même pas mal, non? Tu penses pas que ce serait intéressant pour les gens qui veulent se lancer là-dedans de se renseigner au moins un petit peu sur comment ça marche? Très clairement. Et je pense que si tu es étudiant à l'EPFL et que tu réfléchis à monter ta boîte, je pense que la première des choses, si tu veux emprunter le chemin dont on vient de parler, c'est va t'entourer des bonnes personnes. Et probablement, c'est même pas forcément forme-toi sur ces sujets-là, parce que probablement, ce que tu vas apporter à ta startup, c'est justement le côté un peu foufou développeur dans le garage, et désolé pour le stéréotype, mais va t'entourer de quelqu'un qui justement comprend ces enjeux business-là. Et si d'un seul coup, tu as 5 ans d'expérience dans le monde du travail, etc., c'est ça où, en plus de HEC, où j'ai pu justement acquérir ces connaissances-là. Mais quelqu'un qui est encore en mode je veux faire du produit, du développement technique, l'aspect business ou autre, waouh, soit tu es un génie, mon frère, soit ça risque d'être compliqué parce que tu vas occuper l'équivalent de 3 ressources humaines sur toi-même. Donc, ne serait-ce que pour ta santé mentale, je pense qu'il y a un problème qui va arriver à un moment. Donc, va plutôt essayer de réfléchir à t'entourer des bonnes personnes
plutôt que de vouloir assumer cette charge-là sur toi uniquement, quoi. Et je trouve ça génial, parce que j'ai l'impression qu'on boucle une boucle. Parce qu'au final, c'est ton premier recrutement. Exactement. C'est ton premier recrutement, et c'est celui où tu as 0 salaire à offrir en général. Donc tu dois vendre ton idée. Séduire. Là, t'es vendeur. Là, t'es Crois-moi vendeur. que j'ai recruté récemment notre CTO, co-founder qui était là depuis un petit moment. Mais il y a eu un effort de séduction sur ce sujet-là, quoi. Bah là, c'est le date plus, c'est presque le mariage, parce que c'est une personne avec qui tu vas passer beaucoup de temps. Et c'est vrai que le choix de cette personne-là est super important, notamment au début, parce que c'est passer de 1 à 2, c'est doubler l'effectif. Et comme tu disais, avoir une personne avec toi qui peut te permettre d'aller dans la bonne direction, ça passe ou ça casse, quoi. Très clairement, et je pense qu'entre associés, si on ne parle pas des premiers recrutements, ton allusion au mariage, elle est complètement vraie, hein. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a réussi aussi à séduire une certaine forme de personnes qui ont cru en nous? C'est parce qu'avec mon associé, avant, on était dans le monde du consulting, et puis on a fait 4 ans ensemble. Et quand tu es dans le consulting, etc., c'est que tu as plus ou moins été dans les tranchées, hein. Donc, quand tu es en mission chez le client, que c'est 23 heures, que tu t'es fait taper tous les jours, enfin, toute la journée sur les doigts, et puis que tu dois sortir une presse, bah, tu as un peu aussi compris la personne en face de toi, comment est-ce qu'elle va réagir dans une forme de pression, parce qu'il ne faut pas croire que l'environnement entrepreneurial, c'est le monde des bisounours tous les jours et le monde des licornes. Non, il y a des moments où c'est un peu dur, par moments il y a des discussions dures à avoir. Et donc, du coup, si en fait, tu sais pas comment la personne va réagir, bah, je peux que conseiller de dire à quelqu'un, bah, si c'est un collègue, quelqu'un que tu connais, que tu sais qu'il va réagir comme ça, c'est pas une décision que tu précipites sur un coin de table et tu signes en bas de page. Ouais, allez, c'est cool, on va essayer de faire ça. Non, comme tu dis, c'est une forme de mariage, donc c'est vraiment une décision mûrement réfléchie, quoi. Question que je me suis souvent posée, et dans ton cas, je pense, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus. C'est, est-ce que pour vous, aujourd'hui, être en Suisse, c'est un avantage ou un peu un inconvénient pour lancer une boîte comme la vôtre? Est-ce que vous n'avez pas, et je le dis pas du tout négativement, hein, mais est-ce que vous n'avez pas meilleur temps de bouger à Berlin ou tu vois, ou à Londres, ou je sais pas, dans un hub un peu plus actif, ou au contraire, c'est une opportunité et vous avez des choses à faire? J'ai pas encore la réponse, parce que si j'avais la réponse, je serais soit définitivement à te dire je reste en Suisse, soit j'aurais déménagé les bureaux à Paris, Berlin, Londres ou aux US ou je ne sais où. Probablement que on n'a pas encore une forme de startup nation en Suisse. Euh, à l'inverse, par contre, tu veux monter une startup dans la biotech, je pense que tu es pour le coup 100% au bon endroit. Tu veux le développer, ce qu'on appelle un logiciel informatique, donc un SaaS, un Software as a Service, en B2B. On n'a pas forcément encore eu les types qui, à 5-10 ans, ont monté une boîte en Suisse, ont été successful, et tu vas pouvoir trouver ces personnes-là qui vont t'aider et t'entourer. Il y en a beaucoup plus dans l'écosystème ailleurs. Pour autant, je pense que le marché suisse, c'est clairement une opportunité. Je pense qu'il n'y a pas de start-up dans le logiciel SaaS B2B qui va probablement réussir en restant uniquement sur le marché suisse, mais je pense que c'est une bonne forme de tester ce marché-là pour ensuite aller chercher le marché. Quand tu es en Suisse romande, le marché français est peut-être le plus naturel parce qu'il y a une forme de proximité culturelle. Si tu es en Suisse alémanique, c'est peut-être la région d'art. Et puis, je connais même des potes à moi qui ont été faire l'incubateur ou l'accélérateur Y Combinator à San Francisco. Donc, tu peux même te dire, après 6 mois, tu es directement dans la Silicon Valley, là où les toutes grosses startups ont été faites. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise route. Je pense que exactement. Merci. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Il n'y a pas de situation. bonne ou de mauvaise situation. Exactement, mais je pense plutôt que en Suisse, si j'ai une conviction, c'est que c'est à toi d'aller provoquer ta chance, parce que je pense qu'il y a toujours une part de chance dans l'aventure entrepreneuriale et surtout des startups qui sont backées par des VC. Et en Suisse, contrairement peut-être à d'autres endroits, qui est la France par exemple, qui est celui que je connais le plus, où tu as du Station F, tu as la Startup Nation, tu as des aides pour du financement non dilutif qui n'existent pas forcément en Suisse. Bah, en Suisse, pour le coup, si tu y arrives, c'est que probablement tu as provoqué ta chance. Et si tu restes sur ton canapé chez toi ou derrière ton bureau à dire je vais rencontrer personne, probablement que tu vas pas réussir ton aventure entrepreneuriale. Alors, je dis pas que tu vas la réussir en restant derrière ton ordi en France, mais que probablement tu vas être plus stimulé. Il y aura plus de mouvement autour de toi, et donc limite, ça va presque encore plus t'encourager à faire ça. En Suisse, il faut dans une certaine mesure se forcer. J'essaye d'aller à des événements de start-up, de communauté RH ou autres, mais dans une certaine mesure, certains, je dois même les provoquer moi. Non, mais c'est ça. Moi, enfin, j'ai pas la réponse, hein, honnêtement, mais c'est un truc qui m'a toujours. Je me suis toujours questionné, en fait.
on parle toujours de remote maintenant, etc. Mhm. Tu peux être n'importe où et j'y crois d'une certaine manière de plus en plus en se disant, mais c'est pas forcément où t'es qui va définir le succès de ta boîte ou de Mhm. toi, etc. Mais il y a quand même un aspect, l'environnement dans lequel tu es, les gens, les opportunités, comme tu dis, il faut créer Mhm. tes opportunités, mais dans un autre environnement, les opportunités elles sont plus grandes, plus rapides. Enfin, tu vois, genre, Mhm. tu vas pas ici avoir l'opportunité de t'asseoir avec, enfin, plus difficilement, c'est pas vrai. Tu Mhm. l'auras, mais elle sera beaucoup plus difficile et il va falloir travailler presque le double pour la provoquer, tu vois. Ou Exact. aller, comme tu dis, à Paris, à Berlin pour un événement juste pour. C'est pas dans ton quotidien, quoi. Et j'ai l'impression que tu as presque le double de travail à faire en étant positionné en Suisse que si tu étais ailleurs. Et de nouveau, j'ai pas la réponse, hein, mais c'est un peu le sentiment que j'ai par rapport à des boîtes comme ça, où je vois, je sais pas, j'ai vu plein de boîtes trop cool en Suisse, et pour finir, elles ont pas décollé, elles ont pas réussi. Il y a mille raisons à ça, hein, mais d'un côté, je pouvais pas m'empêcher de me dire, mais enfin, c'est impossible à lancer depuis. Je parle pas forcément Mhm. d'une boîte comme la tienne, hein, mais d'autres choses qui sont plus axées réseaux sociaux et autres, où Mhm. tu es là, mais ça a aucune chance de démarrer ici, en fait. Et je te parle ça il y a 10 Mhm. ans, donc c'est encore une autre histoire, hein, mais ça a quand même un gros impact, je trouve. Mais vous seriez pas en soi fermé, comment on dit? Fermé à l'ouverture? Vous seriez pas totalement fermé potentiellement, j'imagine que vous y pensez aussi, mais c'est de dire, bah voilà, est-ce qu'à un moment Je, donné, on va devoir aller, je sais pas, à SF, Berlin ou autre? pour le coup, on n'a pas fait des allers-retours quotidiens, mais j'ai souvent été sur Paris. Ouais. Je vais à un événement à Paris en janvier et ça serait trahir un secret de Polichinelle que de dire qu'on n'est pas en train de réfléchir à monter une structure à Paris, quoi. Mhm. Donc, effectivement, peut-être que ça le fera. On est en train de réfléchir à la chose avec des avocats, parce que c'est toujours le côté compliqué de ce genre de choses. Mais pour le coup, on a déniché un intérêt, que ce soit sur le bassin de talent, le bassin de startups qui sont présentes sur place, que de se dire qu'il y a une certaine forme de proximité à Mhm. avoir. Et on est en train complètement d'investiguer et d'enquêter sur la chose. Et peut-être une ouverture, pardon, hein, mais peut-être une ouverture d'esprit vis-à-vis de tes prospects aussi, hein. Enfin, de Hmm. nouveau, je sais pas, je connais pas assez bien l'industrie, mais voilà, des startups en France qui ont atteint une certaine taille, qui pourraient être tes clients parce qu'ils ont ce mindset et ils comprennent l'intérêt de faire, tu vois, Tout ce qu'on a dit, ouais. d'utiliser ta plateforme, qu'on n'a peut-être pas forcément ici. Des boîtes même plus matures, mais qui ont cet esprit, justement, bah, faire ce nurturing, faire cet engagement de mes candidats, c'est important. Et il y en a peut-être moins en Suisse. Je sais pas, peut-être c'est complètement biaisé et c'est faux ce que je raconte, hein, mais c'est l'impression que ça donne un peu quand on regarde le marché aujourd'hui, quoi. Et surtout, je pense que quand tu es un start-upper au tout début, tu as besoin d'avoir des gens qui te font confiance et quand tu as un processus de vente dans lequel justement tu passes pas par un département achat qui va durer 3 mois, tu vas rencontrer toute la boîte, on va te faire visiter le machin, le tralali, le soin, négocier 5% par lit, etc. C'est le truc qui te tue une start-up. Et pour le coup, ce que je peux comprendre, hein, quand on implémente ce type de logiciel, de temps en temps, il y a des logiques de change management à avoir, mais pour le coup, je pense que l'écosystème suisse est peut-être plus complexe que certaines startups avec lesquelles les marchés français, comme je disais, sur lesquels je suis actif et je prospecte commercialement, est beaucoup plus mature. Et en fait, les mecs sont là, mais beaucoup trop cool. En fait, je vais tester ton software. Si tu lui dis en plus de ça, il n'y aura pas besoin de payer les 3 premiers mois. Ah, mais trop cool, on se fait une séance dans 2 semaines, je te reviens, j'aurai testé ta solution. Voilà les feedbacks que j'ai eus. Bah écoute, c'est cool, honnêtement. On serait intéressé de pouvoir implémenter ton soft. C'est quoi ce que tu as à nous offrir? Et là, tu leur dis, bah écoute, probablement que le premier mois, c'est gratuit. Ensuite, on peut imaginer une forme de design partner. Donc, ça veut dire que sur les 6 prochains mois, bah, en fait, je te fais une réduction sur mon prix. Mais d'un autre côté, ce que tu fais en contrepartie, c'est que tu t'engages qu'une fois par mois, on fasse une séance de 2 heures, que ce soit parce que c'est moi qui suis derrière toi à regarder comment tu utilises ton software, mon software, pardon, et que tu me fasses du feedback. Et ça, pour une startup, Mhm. il n'y a rien de plus Mhm. valuable, donc de plus valorisé que de faire ça. C'est clairement ce qu'on fait, quoi. Mais pourquoi on n'a pas station F à Genève? Moi, je me suis toujours posé cette question. Bon, il y a des trucs un peu à Lausanne et tout, comme tu disais, plus Mm. accès medtech, biotech. C'est culturel, c'est. Parce que moi, je trouverais ça cool qu'on réussisse à créer. Parce qu'il y a de l'entrepreneuriat quand même à Genève. Il y a des gens qui essaient de Très créer des clairement. trucs. C'est dommage Mhm. qu'on doive exporter tout ça et qu'on doive dire aux gens ouais, mais à Genève ou à Lausanne, c'est pas le bon marché pour toi, va plutôt à Paris, Londres, Berlin. On n'arriverait pas un peu à faire quelque chose de plus sympa ici? Pareil, j'ai Bah, pas la c'est aussi réponse pour non ça, plus, non, mais c'est pour ça que je te c'est un pose la peu notre question, hein, mission aussi à nous. Hein, enfin, moi, mais je j'ai un pense. peu cette vision-là de dire ce serait cool à un moment donné de réussir à créer un peu un hub d'entrepreneurs suisse romand qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, j'ai l'impression. Très clairement, j'ai essayé de lancer des initiatives avec des potes, des founders dinner. Vous l'avez fait, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, un déj qui était très sympa ou autre. Et je pense que c'est par des petites initiatives comme ça qu'on va y arriver.
Après, peut-être qu'il nous manque la tête de pont, parce que je pense pas que Flavio Frey soit la bonne personne pour lancer cette initiative et d'aller toquer la porte à Berne. Hello les mecs, est-ce que vous nous trouvez un lieu à mettre à notre disposition? Et c'est ça, c'est parce Il que est j'ai là. vu Lyon. Voilà. Inception, le lapsus. oui. Exactement, c'est Inception, on l'a eu, c'est bon. et dans lequel, écoute, on va trouver ça, on va trouver des fonds, des coachs ou autres. Et je suis sûr, hein, et il y a plein de bonnes initiatives et je pense que ça va prendre son temps. Après, je pense que, comme tu dis, il y a une forme de culture derrière. C'est de comprendre qu'en fait, les startups, c'est pas pour faire kiffer des jeunes de 25 à 35 ans. Il y a un réel intérêt économique pour un pays tout entier de se dire que, en fait, startup, c'est peut-être une certaine forme d'innovation technologique, d'avenir de l'emploi, de création de l'emploi. Quand tu vois un peu le mindset des gens que tu rencontres qui sont les premiers à avoir une forme d'aide étatique, c'est en fait à quel point tu vas rapporter à nous. Et c'est là où je dis qu'il y a peut-être encore un shift à faire un peu. J'aimerais bien essayer de me dire qu'effectivement, je vais créer de l'emploi en Suisse. Et en fait, la startup que j'ai fondée ici, en fait, si tu me donnes 20 000 balles, dans 6 mois, tu les auras retrouvées parce que j'aurais fait 2 emplois. Puis le fait que je vais cotiser à l'AVS ou autre, ça t'aura rentabilisé le fait que tu m'aies prêté 20 000 francs au tout début. Et c'est juste que au tout début, je pense qu'il faut avoir aussi un peu plus un goût du risque que peut-être d'autres pays l'ont eu et de se dire, en fait, ça va réellement nous apporter quelque chose dans 5-10 ans parce que je pense qu'effectivement, le temps de ROI d'une startup, il est plutôt sur un temps long de 5-10 ans que sur une initiative où directement après 1 an, ça va payer, quoi. Alors, c'est très juste et je pense qu'il manque 2 choses. Enfin, c'est ma vision, hein, ça veut pas dire qu'elle est juste. Pour répondre à ta question en Suisse, c'est justement ça, c'est ce côté l'entrepreneuriat n'est pas mis en avant, il n'est pas forcément valorisé et on n'aide pas quoi. Mhm. Franchement, enfin, il n'y a pas de secret aujourd'hui et c'est pas forcément, on va pas forcément t'aider quoi. Non. Tu veux le faire, bah c'est à tes risques et périls quoi. Vas-y et puis tant pis Mhm. quoi. On va pas t'aider. Et après il y a aussi, je pense culturellement, tu vois, des success stories suisses, il y en a plein. Mais ensuite, derrière, les gens qui ont fait des belles boîtes, qui ont créé des trucs, vont pas forcément se mettre en avant, vont pas forcément aller faire entre guillemets give back, tu vois, aller dans des conférences et tout. C'est un peu genre, ah ben j'ai réussi, puis c'est très. Je vais rester discret derrière, tu vois. Mm. Alors qu'en France, tu as des mecs qui font leur boîte, puis après ils en parlent, puis après ils vont dans des conférences, puis après ils vont faire coach ils vont aider d'autres startups, ils investissent dans des startups, puis ils font vraiment, c'est give back, quoi. Alors que ici, j'ai l'impression que c'est pas vraiment dans cette mentalité, et du coup, t'as pas le cercle, quoi. T'as que des mecs qui lancent, puis après tu sors du cercle, quoi. Puis t'as les petits qui restent, petits pas négativement, on est dedans, hein, mais qui restent là-dedans. Puis tu as ceux qui ont réussi qui sont en dehors. Puis il n'y a pas de lien entre les deux. Et ça, je pense que ça manque énormément. Ouais, je pense que la culture du give back, elle est super importante dans ce monde-là. Et en fait, il y a aussi une forme de... Pour que des gens aient envie de lancer des idées, alors de base, c'est parce que justement, ils ont identifié un problème, ce qu'on disait, une proposition de valeur, mais il y a aussi une forme de... Je m'identifie à ça. Et aujourd'hui, va poser la question à un start-upper suisse pour te dire à qui est-ce qu'il s'identifie. Je suis pas sûr qu'il va te dire que je m'identifie au CEO d'une start-up. Probablement que si tu vas à Paris, à Station F, et puis que tu te demandes à quel type de founder tu t'identifies, les types, ils vont t'en lister 10, quoi. Alors que je suis moi-même dans l'écosystème des startups en Suisse. J'arriverai à te citer 10 noms de CEO de startups en Suisse. Mais est-ce que pour autant, je m'identifie réellement à ces 10 personnes-là? Ça serait de mentir de te dire oui, quoi. Ouais, c'est juste, je pense qu'il y a ce gap-là qui se fait. Hein, et Ouais, qui- c'est intéressant, hein. Mais je pense, enfin, moi j'ai envie qu'on réussisse à changer ce mindset-là quand même. Mais ça va être, c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, mais sur le principe, alors de nouveau, hein, je posais la question dans le sens, je disais pas vous devriez aller à Mm. Berlin. C'est juste que je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui ont, enfin c'est un peu la solution de facilité, mais que je peux pas. Enfin c'est logique, je peux pas. C'est quand tu montes ta boîte, t'es pas non plus en train de dire, mais en même temps, je vais monter ma boîte puis faire de la Suisse un bel écosystème et tout. T'es là, bon, attends, moi je dois déjà faire mon truc. Donc si je dois aller à Berlin pour que ce soit successful, bah je vais à Berlin puis tant pis quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est normal, tu es en mode survie d'une certaine manière, donc c'est Il y a un normal. gros Donc, exode vers Dubaï aussi en ce moment qui se fait pour plein de raisons aussi. Mhm. Donc c'est assez fou. Bah, on espère que tu resteras un peu ici quand même. Je serai toujours là. Garde au moins un bureau, quoi. Garde au moins un bureau. Exactement. Non, mais honnêtement, c'est... Quand je dis ça, il y a des gens qui interprètent ça comme en mode t'es très transactionnel. Mais je pense que ce qu'on manque clairement dans ce qu'on vient de dire en Suisse, c'est le côté si d'un seul coup je t'envoie un petit message sur LinkedIn, hello, est-ce que tu pourrais m'accorder 15 minutes ou autre? Bah en fait, ça crée des mini victoires et qui potentiellement vont te donner des opportunités, qui vont te donner des opportunités, qui vont te donner des opportunités, puis ça va devenir exponentiel. Et c'est ça qui va y avoir une forme de réussite.
Et ce qui a été aussi, je pense, un apprentissage dans les premiers mois de notre startup, au tout début, ça a été de dire, mais n'aie pas peur d'écrire à ces mecs-là. Et effectivement, mais s'ils sont pas présents sur les réseaux, ils vont pas te manger. Peut-être que tu vas te prendre des portes. Ouais, je m'en suis pris. Pour autant, j'ai pas de cicatrice sur le visage à ce que je sache. Mais pour le coup, il faut le faire. Et en fait, ces personnes-là, comme tu dis, elles communiquent pas dessus. Mais pour autant, quand derrière, tu arrives à obtenir quelque chose d'elles, un café de 15 minutes, mais par moment, le café de base, on s'était entendu pour prendre 30 minutes de café, il a duré 2h30, quoi. Et j'étais Donc, tu méga as quand étonné. même un retour assez bon, quoi. Enfin, dans le sens, tu t'assois avec ces gens-là, il y a quand même une certaine ouverture, quoi. Très clairement, et j'y arrive. Et de temps en autre, ça a été provoqué parce que je connaissais une personne qui a dit: ah, mais en fait, il faut que tu rencontres Flavio ou autre. Je peux citer, j'ai pu rencontrer le frère de Max parce que Max a fait une intro ou autre. Puis en fait, après, peut-être le frère de Max va faire une intro. Puis en fait, ça va faire tac, 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 tac. Et c'est vraiment un cheminement exponentiel qui va faire que peut-être à la fin, je vais tomber sur la personne qui va me dire: mec, t'étais caché où tout ce temps-là? C'est des types comme toi que j'ai envie de suivre, que j'ai envie d'investir dans ta startup et que j'ai envie de coacher, quoi. Parce que moi-même, j'aurais trop kiffé il y a 10 ans, 5 ans de ça, avoir ça. Et en fait, très souvent, ceux qui ont eu une culture de start-upper, c'est les premiers justement à vouloir faire et à vouloir rendre, de dire: ok, bah, potentiellement j'ai fait mon exit et en fait j'ai un peu de temps à pouvoir donner à ces personnes-là. Et moi-même j'ai vécu le pain point il y a 5-10 ans de ne pas avoir forcément un réseau autour de moi pour m'aider. Si d'un seul coup je peux t'aider, trop cool. Et ça, je pense que c'est méga important. C'est juste. Très intéressant. On va te poser la dernière question, qui est la même question qu'on pose à tout le monde. Flavio, que faut-il C'est tellement très solennel comme quand moment. on pose cette question. Flavio, que faut-il pour avoir une belle vie? Waouh. Je tiens à préciser qu'ils ne l'envoient pas à leurs invités juste avant et puis elle est assez genre. Si, je crois qu'elle est marquée en petit quelque part. Arrête. Et qu'effectivement, elle te prend au dépourvu. Pour le coup, je pense que rien à voir avec tout ce dont on a discuté pendant 1 heure et demie, j'en ai aucune idée, le temps est passé vite. Mais pour le coup, personnellement, c'est quand même la vie autour du boulot, même si on y passe 90%, qui fait que la belle vie, c'est la famille, les amis, les proches. Pour le coup, je suis aussi un passionné de montagne, donc c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, est-ce que j'irai entreprendre à Berlin ou Paris, c'est le plat pays là-bas, quoi. Pour avoir vécu à Berlin, je confirme. L'hiver, c'est horrible. Exactement. J'adore cette ville, mais l'hiver, c'est horrible. Exactement. Je suis un gros passionné de ski et donc du coup, la belle vie, c'est quand même de pouvoir se dire que la semaine, tu fais des trucs cool, tu bosses avec tes collègues, tu es en train d'innover. Le soir, quand tu peux aller boire une bière avec tes potes, tu vas boire avec une bière avec tes potes. Et le week-end, tu peux voir la famille, aller skier et t'éclater. C'est quand même c'est ça la belle vie et j'espère qu'elle va durer longtemps comme ça. Donc vivre aussi de tes passions en dehors du boulot, quoi. Il n'y a, Ouais. il y a pas que le taf, il y a aussi les relations à entretenir. La bière et le ski. La bière et le ski. C'est ce que j'ai retenu de cette conversation. J'aime beaucoup, moi, je suis d'accord. Je valide. Je suis Exactement. 100% pour. Merci beaucoup, Flavio. C'était un plaisir. Effectivement, le rien. temps est passé Merci, très le vite. mec. On a discuté de plein de trucs cool. À la Donc prochaine. voilà, à la prochaine. Merci. À la prochaine.